go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 70e épisode du Fast Food Podcast. La saison est bien finie et du coup, comme chaque saison, c'est l'heure du bilan. On va commencer du côté offensif du ballon. Pour en parler avec moi, Gonzague, Olivier et Kevin. Salut les gars. Salut. Hello. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à aborder et que on va pas faire non plus une émission de 7 ans. On va commencer du coup par le commencement, à savoir le poste de quarterback évidemment. Et puis on va commencer par Brock Purdy. Juste avant de parler chaque joueur, je vais rappeler rapidement les stats des joueurs principaux. Brock Purdy, c'est 16 matchs, 936 snaps. J'ai pris ça, ce petit compte, on a joué 1066 snaps offensifs cette saison, donc il était présent sur 87% des snaps. 69,4% de réussite, 4280 yards, 31 touchdowns, 11 interceptions, 113 de passer rating, 9,6 yards par lancé. Des stats vraiment très qualitatives. Kevin, on a trouvé notre quarterback du futur, ça, il n'y a pas trop de doute. La saison de la confirmation pour Brock Purdy, c'est plutôt bien passé, on est d'accord ? Ouais, c'est même incroyablement bien passé. Au final, tu l'as dit avec les stats, quand tu fais plus de 4 milliards et plus de 30 touchdowns dans la saison, tu commences à effleurer des standards de MVP. Il n'en a pas été si loin que ça au final. Et que dire, à part qu'on s'est régalé avec lui. Ça fait plaisir de voir un quarterback de ce niveau-là depuis le temps qu'on cherche un quarterback de ce niveau-là. Toi et moi, Elliot, on n'a jamais vu un quarterback de ce niveau-là sous notre maillot. Attention, il y a Gonzague qui fait une grimace. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Bah non, je suis d'accord. Vous, je suis d'accord, ouais. Moi aussi, d'ailleurs. Mais oui, c'est un plaisir parce que oui, on a trouvé notre quarterback du futur. Il est jeune, il est performant, il est parfait. Et c'est amusant parce que je trouve qu'il est pile au milieu de tout ce qui existe en style de quarterback. Moi, j'y trouve mon compte avec un jeu spectaculaire, un gars qui peut sortir de sa poche, qui peut se déplacer. Et puis un Gonzague trouve aussi son compte avec un joueur qui est capable de découper depuis sa poche et de gérer le chrono et de jouer plus académiquement. Donc, que dire, il réunit tout le monde autour de lui et nous, on kiffe, quoi. Gonzague ? Que je plus sois 100 fois, 10 000 fois ce que vient de dire notre cher ami Kevin. Ouais, non, on a vraiment trouvé notre quarterback du futur. C'est d'autant plus plaisant que il y a une belle histoire derrière. Il s'est retrouvé presque sur le terrain par hasard. Et c'est digne d'un film. On fera peut-être un film de lui dans 10, 15, 20 ans, avec la star du moment. Non, c'est une très belle histoire. En plus de ça, je trouve que au-delà de sa performance à proprement parler, je trouve que le quarterback, c'est souvent en fait l'image d'une franchise. Et qu'est-ce que nous avons là en face de nous ? Nous avons un jeune joueur qui paraît très sympathique, qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, qui, je trouve qu'en termes d'image pour les plus jeunes qui veulent se mettre au foot américain, pour beaucoup de choses, en fait, il représente un petit peu, on va dire, le joueur un peu idéal par rapport à ça, très team-friendly, vraiment. C'est pour ça que, au-delà des aspects purement sportifs qu'on a évoqués 10 15 fois, je préfère plutôt évoquer cet autre aspect parce que, voilà, je trouve que non seulement on est une équipe qui gagne, mais grâce à Purdy, en plus, on est une équipe que je trouve attractive d'un point de vue commercial. En plus, je sens qu'on a vraiment matière à capter plein de nouveaux fans et Purdy, je pense, il sera pour beaucoup dans les années à venir. Donc, c'est vraiment top. Olivier ? Je pense qu'ils ont quasiment tout dit, les copains. Moi, je m'arrêtais juste sur le cas du joueur. Ouais, ce qu'a dit Kevin, c'est ça. Il a un peu tous les styles et c'est ça qui plaît. C'est ce qui plaît, c'est qu'il peut réconcilier les gens qui aimaient le jeu traditionnel avec le jeu moderne. Moi, ce que j'apprécie normalement, c'est son côté gambler, comme je l'ai dit, un nombre de points incalculable cette saison. Et il progresse de match en match. Voilà, on est parti pour avoir quelqu'un de très compétent pendant un bon moment à San Francisco. Pourvu que ça dure et que les blessures l'épargnent, c'est la seule chose sur laquelle malheureusement ni lui ni nous n'avons de prise. Oui, vous avez tout dit. Superbe saison. Il a bien confirmé les attentes. Je me rappelle qu'il y a un peu moins d'un an, on avait quand même fait un podcast où on se posait la question d'Arnold, Purdy ou Lance.
Voilà, la réponse elle est claire, nette et précise. C'est Purdy et ça va être Purdy pour de très longues années. Oui, vous avez dit, hein, son jeu est impressionnant. Il est capable de quasiment tout faire et de tout faire bien surtout. Moi, ce qui m'a le plus impressionné vraiment cette saison, ça a été sa sérénité. Je l'ai trouvé calme, alors que c'est difficile pour les quarterbacks jeunes de première ou deuxième année de rester calmes. Ils ont souvent une tendance à un peu en faire trop dans certains moments. Et là, j'ai trouvé que, notamment sur le Super Bowl, faut pas oublier qu'il fait une super performance lors du match le plus important de sa vie. Il a été très bon, sachant qu'il a subi une pression monstre, il s'est pas démonté. Voilà, on a trouvé un mec pour le futur qui a beaucoup de sang-froid et c'est super. Juste pour finir, preuve des progrès d'un quarterback, il nous sort quand même de meilleures stats depuis qu'il est en NFL que sur ses meilleures années en college football, alors qu'on est censé sortir de meilleures stats en college football. Donc c'est ça que je trouve très impressionnant chez lui, c'est également cette manière de progresser. Voilà. Il est quand même beaucoup mieux entouré au niveau professionnel qu'il l'était à l'université. Il n'était pas dans une grosse université aussi, ça peut jouer. Oui, mais après, quand tu es à l'université, notamment quand tu es quarterback d'université comme Iowa State, où tu n'es pas forcément, oui, tu l'as dit, très bien entouré, bah, tu as tendance à tout reposer le jeu sur toi. Enfin, tu regardes des mecs comme Mahomes, c'est le meilleur quarterback de NFL, mais il faisait des meilleures stats pures et dures à Texas Tech qu'il n'en fait chez les Chiefs parce qu'il jouait tout seul. Là, il est obligé de distribuer un peu plus le ballon et tu joues contre des meilleures équipes en NFL que tu le fais en universitaire. C'est ça, je suis d'accord avec Gonzague qui est impressionnant, c'est que il joue contre des meilleures équipes et il élève son niveau de jeu alors qu'il est contre des meilleures équipes. Son remplaçant, on a également fait jouer un autre quarterback cette saison, c'est Sam Darnold. Sam Darnold qui a fait 28 sur 46, 60,9% de réussite, 297 yards, 2 touchdowns, une interception. Il a joué 2 matchs, grossièrement, ça a été le dernier contre les Rams, il a joué un petit peu également contre les Ravens. On a quand même Sam Darnold qui est en fin de contrat, hein, on a quand même eu un très très bon backup, on ne l'a pas vu évidemment puisque Brock Purdy ne s'est pas blessé, mais au niveau de ce qui peut se faire en NFL au niveau du backup, on était quand même très bien servi, Olivier. Ah, totalement. De toute façon, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on espérait pour lui. Il a fait la saison qu'on attendait de lui quand il est rentré. On n'était pas fébrile quand il avait le ballon en main. Après, bon, faut être très honnête, on l'a pas vu jouer réellement parce que quand il rentrait, c'était du garbage time ou alors le dernier match de la saison qui servait vraiment à air. Donc, partant de là, on peut pas vraiment le juger ou le jauger. Mais quand il était sur le terrain, vu qu'on a quasiment fait tous les matchs ensemble, il n'y en a aucun de nous qui tremblait quand on avait Darnold sur le terrain. C'est ce que j'attends de remplaçant, c'est ça. En plus, il a un petit peu d'expérience, il accompagnait bien Purdy, on sentait que il y avait une bonne émulation dans cette chambre de quarterback. Pour moi, c'est parfait. Kevin ? Ouais, on a déjà eu la frustration pendant la saison de quand il rentrait un carton complet, que finalement Shanahan ne le faisait pas jouer, il faisait que courir tout le temps, et puis on avait envie de voir Darnold, on avait envie de voir ce qu'il pouvait faire. On n'a pas franchement vu, mais des bribes qu'on a pu voir, c'était quand même pas mal. Alors oui, il y a ce dernier match complet qu'il a joué face aux Rams la dernière semaine, qui n'était pas extraordinaire, on peut le dire, mais c'est un match tellement bizarre, c'était un match de pré-saison, c'était vraiment pas représentatif. Mais sinon, je pense qu'on est quand même plutôt bien lotis si on arrive à conserver ce joueur-là en backup. Il y a des équipes qui aimeraient avoir un deuxième quarterback de ce niveau-là, je pense. Gonzague ? Oui, non, mais c'est exactement ça. Il faut reprendre en fait le discours qui a été le sien au moment d'arriver au sein de la franchise. C'était un quarterback qu'on pourrait qualifier de vétéran, qui a eu sa chance en NFL et qui disait qu'il était là pour apprendre. Et de ce qu'on a vu sur le terrain, c'était plutôt en effet favorable. On voyait entre guillemets les bribes d'un quarterback qui a été starter NFL, hein, clairement. Et puis surtout, chose pour moi qui est très importante quand tu es à cette position de QB2, on ne l'a pas entendu. Et ce qui est plutôt une bonne chose dans les médias. On ne l'a pas entendu se plaindre, lui qui est un ancien numéro 1, de sa situation. Et je pense qu'il a été assez team-friendly lui aussi. Il y avait clairement un quarterback numéro 1 identifié qui était Purdy, un quarterback numéro 2 qui était Darnold. Il avait d'ailleurs à se battre pour ce poste de quarterback numéro 2 contre Trey Lance en pré-saison, il ne faut pas l'oublier. C'est un combat qu'il a gagné, il s'est battu. Et derrière, il a su rester à sa place de quarterback numéro 2 sans faire de vagues. Et quand on lui a demandé de rentrer et d'être performant, il a su rentrer et être globalement performant avec la position qui était la sienne. Donc j'ai rien à redire, c'est très bien. S'il a la volonté de rester chez nous à un salaire correct pour qu'on puisse maîtriser le salary cap, moi je ne peux que dire oui parce qu'il nous a montré que de très belles choses. Oui, j'ai rien à rajouter. C'est un très très bon backup.
J'ai du mal à voir aujourd'hui des équipes NFL aller mettre le paquet sur lui pour qu'il soit titulaire. Il n'y en aura pas. Donc si on peut le garder à un prix raisonnable, je suis d'accord, autant le faire parce qu'avoir un bon backup en NFL, c'est important, hein, même si notre titulaire est extraordinaire. Et puis parce que il connaît au moins, on a un mec qui connaît le cahier de jeu et il y aura de ça de moins à faire si il y a besoin de rentrer à un moment donné dans la saison. On va passer au poste de running back. On va pas parler de ceux qui n'ont pas joué évidemment comme Brandon Allen. Donc on va passer directement au poste de running back avec évidemment le commencement Monsieur Christian McCaffrey. Monsieur Christian McCaffrey, 272 courses, 1459 yards, 14 touchdowns, 5,4 yards par course, 67 réceptions, 564 yards, 8,4 yards par réception, 7 touchdowns à la réception, donc 2023 yards, 21 touchdowns. Globalement, Gonzague, on a quand même eu des stats extraordinaires et une saison extraordinaire de notre running back numéro 1. Ouais, non, c'est clairement très moyen. C'est très, très, très moyen, voire médiocre. Honnêtement, je pense qu'il est temps de repenser à l'avenir à ce poste, tant vraiment le joueur que nous avons comme titulaire était vraiment très discutable. Je pense qu'au premier match raté, il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'il va falloir penser à l'avenir. Non, la réalité, évidemment, c'est qu'il a été brillantissime. Je pense qu'est-ce que tu veux que je raconte depuis, Elliot? Qu'est-ce qu'on a déjà dit en fait? Tous les superlatifs. On l'a dit toute la saison. En soi, on peut aller très vite sur McCaffrey. Voilà, donc allez, basta. En avant Guingamp, on a une étoile devant les yeux et dans le ciel, ce que vous voulez. Et voilà, moi je passe, j'ai de l'émotion rien qu'à dire ça. Kevin? Il est de ces joueurs qu'on pourra dire à nos enfants, on l'a vu jouer de notre vivant sous le maillot de notre équipe. Et voilà, c'est juste ça veut tout dire. Il est exceptionnel, on a le meilleur running back de la ligue. Voilà, que dire. À part qu'il aurait pu être MVP, et il aurait dû être MVP quand je vois celui qui a été nommé. Dis pas trop à tes enfants que tu l'as connu étant jeune, tu vas terminer comme un vieux con. Hein. Mets-toi à la place d'Olivier. Olivier? Non mais ça va, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et joueur offensif NFL, nous on l'a nommé comme meilleur joueur offensif de l'équipe. Voilà, il n'y a rien de plus à ajouter. L'année prochaine, il va refaire pareil et il manquera plus que le titre et ce sera parfait. Oui, on en a bien parlé toute la saison, on en a bien parlé la semaine dernière dans les awards quand il a été élu joueur offensif. Rien à rajouter, extraordinaire. Réception, course, il sait tout faire et il le fait de manière brillante. Son remplaçant Elijah Mitchell, 75 courses, 281 yards, 2 touchdowns, 3,7 yards par course, 6 réceptions, 14 yards. Encore des blessures pour Elijah Mitchell cette saison, peu finalement d'apparitions. Kevin, t'en as pensé quoi de la saison de Mitchell? Moi, je suis plutôt satisfait. Alors, il y a le volet blessure avec Elijah Mitchell. On l'a dit, redit depuis qu'on fait ce podcast. Ça va être compliqué d'avoir Elijah Mitchell tout le temps à 100% sur une saison complète. Malgré tout, quand il est là, il est excellent. Il a vraiment le niveau d'un running back numéro 1 pour un tas d'équipes. Ses stats sont excellentes. Moi, j'ai pas grand-chose à lui redire, si ce n'est que j'aimerais qu'on puisse le voir plus. Et c'est pas que les blessures, c'est aussi sa gestion par le coaching staff offensif, qui, je trouve, pourrait le faire un peu plus jouer, peut-être garder un peu McCaffrey un peu plus au frais et donner un peu plus de temps de jeu à Elijah Mitchell, parce qu'il est vraiment très fort. Olivier? Écoute, satisfait quand il est sur le terrain. Il est rarement sur le terrain. C'est un peu ça le problème. Moi, je trouve qu'il est capable d'enchaîner les courses quand il est et de permettre à McCaffrey de souffler, chose qu'on ne fait pas assez souvent à mon goût. Ensuite, moi, je le garde en backup, mais en compétition avec celui dont on va parler après, parce que celui dont on va parler après, c'est mon gâté. Gonzague? Il est clairement très fort. En fait, pour moi, c'est la définition même du joueur frustrant, parce que c'est ce genre de joueur, c'est le Moussa Diaby du football américain, quoi. C'est Abou Moussa, Abou, il avait l'air Leverkusen et il n'est pas blessé. Pardon, le Abou Diaby du foot américain. Il est parti à West Ham d'ailleurs. Il est parti à West Ham. C'est frustrant parce que dès qu'il est sur le terrain, c'est un talent mais énorme. Je rejoins complètement Kevin quand il dit qu'il a clairement le talent d'un running back numéro 1. Moi, personnellement, je suis fan du joueur. Mais se pose quand même la question de la pérennité du joueur dans la durée. Parce que on a l'impression qu'à chaque coup qu'il prend, il va sortir sur une civière, en fait. Et ça, c'est à la fois un régal à avoir joué et en même temps extrêmement frustrant
au premier choc, t'as peur pour lui en fait. Donc je sais pas de quel avenir on peut lui offrir chez nous à cause de ça, alors qu'on est tous à reconnaître son talent évident. Oui, c'est un super joueur quand il est sur le terrain. On l'a tous déjà beaucoup dit. Contrairement à Loïc, on n'est pas encore sûr de l'euthanasie quand même, que ce qu'il avait dit en un moment en début de saison. Mais oui, on le voit pas assez, même quand il est dispo. Je suis d'accord avec Olivier et Kevin. On en a beaucoup déjà parlé. On aimerait sur des matchs où on a largement l'avantage qu'il y ait plus de rotation sur le poste de running back avec Mitchell et avec le gâté d'Olivier et le mien également, hein, dont on va parler juste après. Mais oui, non, Mitchell, quand il est sur le terrain, ça, c'est super. Il a fait une très belle performance en playoff également. Il allait marquer un touchdown contre les Lions. Voilà, donc dès qu'il est sur le terrain, c'est très bien. Et puis s'il peut l'être, c'est tant mieux. Et s'il n'y est pas, il y a Jordan Mason pour faire le taf derrière lui. Jordan Mason, 40 courses, 206 yards, 3 touchdowns, 5,2 yards par course. Olivier, forcément, c'est toi qui vas commencer sur Jordan Mason. On sait ton amour et le mien également, en particulier, hein, pour ce joueur. Encore une belle saison de Jordan Mason. Disons que pour un running back 3, il tourne quand même à 5,2 yards par course. Ça, je vais dire, c'est un chiffre, il faut qu'on le remette en tête à tout le monde, 5,2 yards par course. Donc, en clair, quand il fait 2 courses, tu fais un first down. C'est exceptionnel pour un running back 3. Et il a marqué 3 touchdowns, comme tu l'as dit. Il joue pas beaucoup. Le peu de temps qu'il est sur le terrain, il joue sa vie. Et moi, ce mec, il me plaît pour ça parce que sur toutes les actions, quand il est sur le terrain, il est pas à 100, il est pas à 100, il est à Dregredo pour 100. C'est un truc qui n'existe qu'à San Francisco. C'est la marque, voilà. Et c'est comme le noir, c'est le même style que le noir, même style que Greenlaw. C'est des mecs qui jouent tout ce qu'ils ont. Et lui, il a compris comment ça marche. Il n'était pas drafté. Il est arrivé, il gratte du temps de jeu. Il s'est imposé il a réussi à faire partie du groupe. Chaque fois, il y a des mecs qui sont draftés avant lui, ils se font cutter avant lui. Coucou Thirion. Et puis voilà. Et c'est l'archétype même du joueur qui a envie. Et moi, un mec qui a envie, même s'il a peut-être un peu moins de talent à la base, et je dis bien un peu moins parce qu'en NFL, le poste de running back, il y a tellement de joueurs que c'est pas une question de talent. Je pense que lui, il va pouvoir éclater d'ici peu de temps et ce sera parfait pour nous. Moi, je l'adore. Hein. Je l'ai déjà dit un nombre de fois incalculable. Si c'était moi le coach, je le ferais presque même passer devant Elijah Mitchell, hein, la plupart du temps, en running back numéro 2. Et je pense que ça pourrait le faire en vrai largement. Tu l'as dit, c'est un mec qui a dû se battre pour sa place et qui l'a fait brillamment. Je rappelle qu'il a dû se battre pour sa place également à l'université parce que quand il était à Georgia Tech, il y avait un certain Jahmyr Gibbs qui était devant lui. Du coup, il a dû se battre pour prendre des miettes et il l'a fait brillamment et il a été repéré par les Niners. Voilà, j'adore. Il est puissant, il est dans un style très différent, évidemment beaucoup moins fort que Christian McCaffrey, mais en même temps, tout le monde en tant que running back est moins fort que Christian McCaffrey. Et dans un style très différent, beaucoup plus puissant, mais il a une capacité aussi à éclater les mecs qui sont sur sa route, à faire taper des gars, à avancer coûte que coûte, et c'est super pour les gars, parce que le mec, il a la dalle, quoi. Il a la dalle. Kevin ? Et puis surtout, il se blesse pas. L'année dernière, il joue 16 matchs, pas de blessure. Cette année, il joue les 17 matchs, il se blesse pas. Puis oui, je rajoute une couche sur ce qu'a dit Olivier, 5,2 yards par course cette année, 6 l'année dernière. Pour à peu près le même nombre de courses, il en court 3 de plus l'année dernière. Et c'est colossal, on se rend pas compte de la qualité qu'on a dans ce poste de running back 3 qui normalement est un joueur qui prend 2-3 miettes restantes. Là aujourd'hui, on a 2 running back numéro 2 qui pourraient prétendre à prendre beaucoup de snaps dans pas mal d'équipes dans cette ligue. Donc non, c'est parfait. Et je suis d'accord avec toi, Elliot, j'aimerais qu'il puisse prendre un peu plus de temps de jeu et qu'il passe potentiellement devant ou au moins égalité avec Elijah Mitchell qui a tendance à rentrer automatiquement dès qu'on sort McCaffrey, c'est tout de suite Mitchell. Peut-être que je séparerai un peu ça et l'année prochaine, je donnerai à peu près autant à l'un que l'autre. Gonzague ? Bon, je pense que vous avez à peu près tout dit. J'irais juste à ajouter un élément moi, que j'adore sur Jordan Mason, dont je partage l'amour que vous avez pour lui. C'est qu'en plus de ça, il nous permet, au niveau du cahier de jeu, d'avoir une nouvelle diversité au poste de running back. Parce qu'il est vraiment dans un profil très différent d'un Christian McCaffrey. C'est vraiment la boule de bowling. C'est physiquement comme dans le jeu. Moi, par moments, il me fait penser à Marshawn Lynch. Cette capacité à vraiment à faire du raffut, à avancer vraiment, mais à toute berzingue. On ressent une puissance quand il court. D'ailleurs, c'est numéro très, 24 très sur le dos, hein, comme Marshawn. Ouais, c'est ça. Mais il y a un truc.
Il y a un truc chez lui vraiment, et je trouve que, pour en revenir un peu à l'expression qu'aime tant Kevin, le jeu spectaculaire, si Kevin aime les quarterbacks spectaculaires, pour moi, Jordan Mason appartient à cette catégorie de running back spectaculaire. Il y a vraiment un sentiment de puissance qui se dégage chez lui que je trouve vraiment très, très sympa. C'est, en gros, et surtout, il offre des garanties. Vous savez que vous avez une 3e et 2, Jordan Mason a le ballon. Je n'ai même pas besoin de sortir le chéquier pour faire le pari pour dire qu'en gros, il va passer. On le sait qu'il va passer. Donc, non, c'est vraiment un super joueur et comme vous, j'aimerais le voir davantage. L'année prochaine, je pense qu'on partage tous cette idée qu'on adore McCaffrey, mais un peu plus de turnover ne serait pas de refus. Même d'ailleurs quand le match a été équilibré, pas uniquement quand le match est gagné. Parce que je pense qu'il y a de schémas de jeu à aller chercher au travers de ce que peut apporter Jordan Mason. Ouais, c'est clair, dans tous les schémas de jeu où on décide sur des, notamment sur des courtes ou sur de la red zone de faire courir McCaffrey plein centre, autant faire courir Mason. Déjà, parce que McCaffrey, même si chez nous il n'a pas eu de blessure, reste un joueur qui a un historique. Et parce que je pense que si tu envoies dans le tas, je pense que Jordan Mason avance plus que McCaffrey si tu l'envoies juste tout droit dans le tas, dans un tas de joueurs. Et ce que je trouve intéressant avec Mason, c'est que souvent les running backs très puissants comme ça ont tendance à être un peu bêtes. Ils foncent juste dans le tas sans trop se poser de questions. Alors que lui, il cherche la brèche et souvent il trouve la brèche et avant de prendre le premier choc, il va déjà franchir cette première ligne. C'est pour ça qu'il a ses 5-6 yards par course parce qu'il fonce pas dans le tas bêtement. Il cherche aussi la brèche. Il sait qu'il est puissant, mais s'il peut retarder ce premier choc, il va le retarder. L'exemple parfait étant son touchdown contre les Cowboys. Voilà. Ou c'est pas un touchdown de red zone, c'est un touchdown d'une 15-20 de yards parce qu'il trouve la brèche et que derrière, c'est un joueur puissant, mais qui a aussi une vraie pointe de vitesse et que derrière, personne ne peut le rattraper, quoi. Tu as utilisé le mot miette, Kevin, qui m'a beaucoup intéressé. On va juste citer 2 mecs qui ont eu des miettes de temps de jeu. Le premier, c'est Jeremy McNichols, qui a joué 3 matchs, qui a 0 snap en attaque. Donc, on va pas en parler. Juste en équipe spéciale. Le deuxième, c'est Tyrion Davis-Price, qui, avant d'être coupé, d'être placé sur la liste des joueurs du practice squad, a fait un match, a fait 7 snaps. Il a fait 6 courses. Il a fait 21 yards, 3,5 yards par course. Plutôt que de parler de sa saison, on peut parler quand même de cette nouvelle échec au poste de running back drafté au 3e tour après Trey Sermon. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Tyrion Davis-Price, à part que c'était pas une bonne idée de le prendre? On souhaite bonne chance aux Eagles. Il sera oublié, comme beaucoup de running back dans cette catégorie. Dans 4 ans, je pense qu'on se souviendra même plus de lui. Mais à chaque fois, finalement, qu'on draft un gars au 3e tour, il est pourri, mais on prend mieux que lui au 7e tour. Donc tout va bien au final. Ah oui. Ou en non drafté. Ou en non drafté. Oui, l'important est d'avoir de la qualité, quel que soit l'endroit où tu le prends. Brock Purdy, on est l'exemple parfait. Le fullback, quand même, on va en parler. Parce que c'est le meilleur, en fait. Kyle Juszczyk, 5 courses, 6 yards, c'est pas terrible. 14 réceptions, 119 yards, 2 touchdowns, ça c'est un peu mieux. Voilà, fullback are people too, comme on dit souvent pour les kickers et les punters. Voilà, vous connaissez évidemment mon amour fou pour Kyle Juszczyk, parce que je trouve qu'il n'est pas beaucoup utilisé sur le jeu de course avec le ballon. On en parlait un petit peu pendant des matchs. Il pourrait l'être plus, notamment sur des courtes situations, pour surprendre un petit peu, parce qu'il est capable de le faire. Mais moi, c'est vraiment sa qualité déjà de bloqueur, que je trouve très sous-estimée, même si c'est pas le meilleur fullback bloqueur, mais parce qu'il a des qualités également sur tout le jeu. Et moi, je trouve qu'il a des grosses qualités à la réception, parce qu'il est capable de se rendre disponible, parce qu'il n'est pas forcément attendu, et de faire des vrais gains à la réception et de faire des vraies réceptions difficiles. On l'a vu en playoff avec sa réception au bout de pied suite à un effort extraordinaire de Brock Purdy. Voilà, j'adore Kyle Juszczyk et qu'on continue à avoir un fullback comme ça parce qu'on est quasiment la seule équipe de NFL qui l'utilise et on l'utilise bien et ça donne de la diversité à notre cahier de jeu, donc c'est super. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur tu l'as dit, il sait tout faire, donc c'est génial d'avoir un joueur comme ça. Son seul défaut, c'est son contrat actuellement, mais ça on en parlera dans un futur épisode. Ouais, non, mais surtout, il redonne les lettres de noblesse, je trouve, à un poste qui, malheureusement, dans la NFL moderne, là, je passe en mode vieux con, qui est aujourd'hui complètement délaissé, alors que c'est un des postes les plus honorables de l'histoire de ce sport. Hein, je tiens juste quand même à le rappeler. Je veux bien que les choses soient toujours en totale mutation, mais ça reste le poste de fullback reste un sport quand même, un poste assez exceptionnel. Et puis même, et vous l'avez très bien dit, c'est que ses capacités de réception offrent une vraie palette de gestion de l'effectif, dans la mesure où
il peut être considéré au sein de notre effectif comme un tight end complémentaire. Et donc, dans la gestion des 53, on peut peut-être déléguer un poste qui était potentiellement dédié à un poste de tight end vers un autre poste parce qu'il est capable d'assurer ce poste-là, en fait. Quand on voit des effectifs qui, dans les 53, ont généralement, par exemple, 3 tight ends, est-ce que les 49ers ont besoin de 3 tight ends dans leur effectif dans la mesure où on a un Kaliuk sec? Tu vois, la question se Ouais, pose. mais alors attention, parce que si tu coupes trop de tight end, on va finir par être obligé de couper Ross Dwelley et ça va poser des problèmes. Ah Non, tant qu'on en garde 2, on garde Ross Dwelley, il n'y a pas de problème, je vois pas ce que tu veux Voilà, dire. c'est ça. Non, la vraie question, est-ce qu'il y a un intérêt à drafter un tight end? C'est surtout ça. Je ne pense pas. En ce moment, non, parce qu'on a Warner, on a Dwelley, on a Latou qui n'a pas encore joué, on a Braden Willis. Je pense que c'est pas la priorité. Non, clairement pas. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que il est une composante complémentaire sur d'autres postes que le sien en tant que tel, et ça, c'est génial. On va passer au poste de receveur et évidemment, on commence par le receveur numéro 1. Oui, c'est lui notre receveur numéro 1. On parlera des histoires de contrat un peu plus tard. Là, on va juste parler niveau de jeu. Brandon Ayuk, 75 réceptions, 1342 yards, 17,9 yards par réception. C'est énorme. Et 7 touchdowns. L'année de l'explosion pour Brandon Ayuk, Olivier, on peut le dire. Ouais. L'année de l'explosion, parce que comme tu l'as dit et répété au long des émissions, c'est un receveur qui est tout le temps seul. Quoi qu'il arrive, il est seul. Quel que soit le quarterback, il est seul. Il a cette capacité à se démarquer. Après, moi, je vais juste aller dans les choses à améliorer. C'est pas assez le nombre de réceptions. Il n'y en a que 75 et c'est pas assez 7 touchdowns. L'année prochaine, il faudrait qu'il dépasse, il faudrait qu'il fasse 110. Voilà. C'est ce que je lui souhaite pour l'année prochaine et c'est ce que je veux qu'il fasse. Ça voudra dire que et lui et notre quarterback ont progressé. Après, c'est compliqué de faire 110 quand tu as autant de joueurs de qualité comme dans notre effectif où ça partage beaucoup le ballon aussi. C'est là qu'il va falloir un petit peu travailler pour Purdy. C'est ce qu'on a fait. On en a parlé entre nous. C'est ce que disait Sauce Garner. Il y a plein de jeux où où lui voyait que Ayuk était seul et Purdy le visait pas. Donc il y a cette possibilité-là de travail. C'est un axe de progression aussi bien pour l'un que pour l'autre. Après, oui, après cette année, il a été très très bon. Nous, on le savait depuis un moment. Il avait pris moi j'ai toujours l'image il y a une saison quand le match contre les Raiders où on est mené et sur un drive c'est Purdy qui va donner le ballon quoi qu'il arrive. Il jetait du côté d'Ayuk et Ayuk récupérait le ballon. C'est ce jour-là je pense qu'il y a eu un déclic dans sa tronche et depuis il est monumental et il est resté cette lignée. Et ce qui est très très important c'est que toute la saison il a été constant. Et ça, c'est le plus difficile. On en a qui sont capables de faire des matchs exceptionnels et après disparaître pendant 3 ou 4 matchs. Lui, il disparaît jamais. Il est toujours régulier, ou il va faire 100 yards, ou il va faire 2 touchdowns. Voilà, il est toujours présent, quoi. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment un super receveur. Et on parlera de son contrat la semaine prochaine, je pense, dans 15 jours. Kevin? Moi, je vais revenir sur ce qu'a dit Olivier sur le fait qu'il a peu de réceptions finalement. Il est même pas dans le top 15 des réceptions dans les receveurs de cette ligue. Et ça, je trouve que ça bonifie encore plus sa saison parce que claquer plus de 1300 yards avec finalement aussi peu de réceptions, ça montre quel joueur il est devenu, à quel point il est capable de se démarquer parce qu'il n'a pas beaucoup d'occasions de se montrer et à chaque fois, il se démarque et à chaque fois, il se montre disponible, il récupère le ballon, il avance. Et en plus, il a ce côté aussi bloqueur que Shannon aime tant. Combien de fois il a ouvert la route pour Kittle, pour McCaffrey, pour Debo, pour d'autres. C'est vraiment le receveur parfait pour nous. Et oui, il a encore cette marge de progression parce qu'il touche peu de ballons encore, mais il est en train de gagner ses galons en ce moment de receveur numéro 1, de star offensif de cette équipe, de passer devant les Debo, devant les Kittle. Il était encore à égalité avec eux avant la saison. Maintenant, il commence à se montrer et il va avoir le contrat qui va avec aussi la saison prochaine probablement. Donc ça y est, là, on va commencer à avoir un vrai Ayuk receveur numéro 1 qui va s'imposer, selon moi, dans le top 5 des receveurs de cette ligue. Gonzague? Quitte à radoter un petit peu par rapport à des éléments que j'avais déjà dit de lui auparavant, moi, ce qui m'impressionne vraiment le plus chez lui, c'est cette capacité d'avoir fait ce qui était son point faible à l'université, quasiment son point fort. Il a un arbre de tracé qui est à montrer dans toutes les écoles de NFL, honnêtement. Il a une diversité de courses et de routes, notamment, qui est très très fort, alors que c'était vraiment son point faible, j'assiste à l'université, où il avait vraiment un jeu très calculé avec beaucoup de courses verticales
qui n'allait pas chercher bien loin. Là, vraiment, il a cette capacité de se démarquer. Ça vient de là. Ne cherche pas à midi à 14h. Il est rapide, certes, mais il n'est pas le receveur le plus rapide de la ligue. Sa principale qualité, c'est d'avoir des routes absolument exceptionnelles qui fait qu'il arrive à se démarquer. Ça, c'est son premier grand point où je le trouve vraiment formidable. Son deuxième point où je le trouve vraiment très intéressant et que je trouve qu'on n'a pas assez mentionné tout au long de l'année, c'est cette capacité qu'il a à aller chercher des catchs parfois très compliqués. Alors, je ne vais pas faire référence à l'espèce de catch complètement dingue qu'il a fait contre les Lions. Ça, pour moi, ça rentre pas du tout dans l'équation, mais cette capacité à aller catcher des balles parfois de Purdy un peu sous-alimentées qui terminent dans ses jambes. J'ai en souvenir également des passes, alors qu'il n'est pas le plus grand receveur de la ligue, mais des passes très hautes qu'il est allé chercher également, qu'il n'a pas relâché. Je trouve qu'il a vraiment cette capacité à aller chercher des réceptions très difficiles. Et il ne les relâche pas. Et ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment très fort. Je suis d'accord également avec Kevin sur ses capacités à apporter également sur le jeu de course. Alors que pareil, il n'est pas le plus costaud, mais il a vraiment cette envie de sacrifice pour les autres qui est vraiment très intéressant. En fait, je ne lui trouve plus beaucoup de défauts. Pour être honnête, je ne lui trouve plus beaucoup de défauts. En tant que tel, il est constant, comme le dit Olivier. J'ai beau me creuser la tête en même temps que j'ai la parole, honnêtement, je vois pas beaucoup d'axes d'amélioration réels chez lui à aller chercher, à part bonifier ce qu'il a déjà. Voilà, donc vraiment, bravo à lui. Donc, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que Gonzague vient de nous expliquer que les analyses pré-draft sont du bullshit total. Ça m'empêchera pas d'en faire une dizaine, t'inquiète pas. Et puis moi, j'ai rien à rajouter. Super saison de Brandon Ayuk. On l'attendait vraiment au tournant cette année après une belle saison 2022. Il a totalement confirmé en étant l'arme numéro 1 du jeu aérien des 49ers, tout simplement. Deebo Samuel, 60 réceptions, 862 yards, 14,9 yards par réception, 7 touchdowns, également 37 courses, 225 yards et 5 touchdowns, 6,1 yards par course. Une belle saison, enfin, également de Deebo Samuel. Il avait été pour la plupart des observateurs des 49ers de la saison 2022. Il a été très bon en 2023. Kevin? Ouais, on a retrouvé du bon Deebo Samuel dans l'ensemble. Je trouve que ça fait encore un peu les montagnes russes. Il y a des matchs où il est plus là du tout. On l'a vu au Super Bowl notamment. Il passe au travers, on comprend pas pourquoi. Il a des semaines excellentes, il peut claquer un 150 yards dans un match et puis la semaine suivante, il va en faire 15. J'ai du mal à me prononcer, je trouve que c'est mieux. On retrouve un Deebo Samuel plus intéressant que ce que c'était l'année dernière, mais je reste un peu sur ma faim encore. J'en attends encore plus de lui parce que je sais qu'il est capable d'en faire encore plus. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Deebo, avant de donner la parole à mes camarades, j'ai quand même beaucoup aimé j'en ai parlé toute la saison, son côté leadership qu'il a pris beaucoup plus cette saison par rapport aux autres. Là où sur ses premières saisons, on avait l'impression d'avoir un gamin capricieux qui attendait son contrat et qui en avait un peu rien à foutre et qui était un peu dans sa bulle et un peu perso. Et il y a eu cette histoire où il n'avait pas fait signer des autographes à des gosses et nanani nanana. Là, j'ai vu un vrai leader, un leader par l'attitude, un leader par le comportement. Il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre. Quand il a fallu défendre ses potes, quand ça a un peu charrié avec les mecs des Browns, il était là. Quand il a fallu calmer du monde, il était là. Il a l'air d'être présent pour son équipe. Il a l'air apaisé. Et je pense qu'il a compris le rôle qu'il doit avoir dans cette équipe, à savoir un joueur capable de courir, un joueur capable de faire des réceptions et surtout, même s'il reste jeune, quasiment le vétéran de ce groupe de receveurs, où il doit montrer à des mecs plus jeunes, au Ayuk, mais même aux rookies ou à d'autres, comment c'est la NFL et comment bien se comporter. Et je trouve que du coup, on en débattait rapidement en début de saison, mais je pense que le fait de lui avoir donné ce rôle de capitaine lui a fait beaucoup de bien. Et je trouve qu'en ça a été une saison positive. Il a perdu des stats parce que l'explosion d'Ayuk, parce que McCaffrey prend énormément de place. Mais j'ai trouvé quand même plutôt bon. Oui, il a raté des matchs, il y a des moments où il est un peu absent, mais c'est un peu son défaut qu'il a depuis le début de sa carrière en NFL. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à réparer. Je pense qu'il y aura toujours 1 ou 2 matchs par saison où il passera à côté. Mais si sur le reste du temps, il peut être aussi explosif qu'il ne l'est, moi, je signe tous les jours. Olivier? Ouais, après quand Kevin il dit j'en attends encore plus, c'est quand même un mec qui finit en cumul à plus de milliards, à 12 touchdowns, et il a raté 3 matchs. Ça va.
Je veux dire, si toutes les saisons, toutes les équipes avaient un joueur, ne serait-ce qu'un seul joueur qui fasse ça, ils seraient bien contents dans l'ensemble. Donc oui, il peut faire mieux, encore un petit peu mieux. Mais on a retrouvé le Thibaut de quasiment d'il y a 2 ans. Sauf que là, avec Macafré, il y a du monde à côté, donc le ballon est partagé. Mais oui, pour moi, on a retrouvé un très très bon Thibaut Samuel qui, quand il est sur le terrain à 100%, c'est exceptionnel. Il y a cette vitesse, cette accélération, cette puissance et ce mélange de tout. Et oui. Pour moi, c'est une très bonne saison de Thibaut Samuel et j'attends la suite avec grande impatience. Gonzague. Bon, vous connaissez déjà ma position par rapport au joueur. C'est un joueur que j'adore depuis ses débuts, depuis l'université, depuis beaucoup de choses. J'adorais le fait qu'il soit arrivé chez nous. Et pourtant, je suis un peu comme Kevin. Je suis un peu circonspect par rapport au joueur. Parce que si on parle en termes de talent pur, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il a une palette de jeux qui pourrait faire rêver n'importe quel coordinateur offensif. Il sait absolument tout faire. Ça, c'est le premier point. Et comme le dit Kevin, il a quand même, pour moi, 2 défauts. C'est, premièrement, en effet, cette capacité parfois à disparaître, où on a encore un peu l'impression, par moment, qu'il choisit ses matchs. Ça, c'est son premier gros défaut. Et puis, il y a quand même un deuxième défaut. C'est qu'on s'en est pris très souvent sur le physique de Jimmy Garoppolo. Est-ce que Deebo Samuel n'est pas notre Garoppolo des receveurs? Je le sens parfois d'une fragilité. On a l'impression qu'il a toujours des petits pépins physiques qui reviennent par-ci, par-là. Moi, je ne suis pas du tout serein quand il prend des tampons. Et je trouve que ça s'est vu quand même encore une fois cette saison. Après, c'est un talent pur énorme. Son impact sur l'équipe paraît parfois sous-estimé. Je pense que on a tous vu que les défaites qu'on a eues en mi-saison durant son absence étaient peut-être liées également à cette absence. On avait quand même un cahier de jeu qui était très amaigri dès lors que Deebo Samuel n'était pas là. Donc il a un véritable impact sur le poids offensif de cette équipe. Mais pour autant, il reste un talent immense, frustrant. Parce que tu ne sais jamais quel Deebo Samuel tu vas avoir au début du match. Et à cause de ça, tu ne pourras jamais savoir par avance s'il pourra être décisif pour un match. Aujourd'hui, on me demande on est contre la course, il reste 20 secondes au chrono, il faut aller chercher la gagne. Et ben, j'ai plus confiance en Ayuk qu'en Samuel. Et c'est ça qui me dérange un peu. Le joueur suivant, notre receveur numéro 3, Jauan Jennings. Alors là, j'ai que ses stats de saison régulière. 19 réceptions, 265 yards, 13,9 yards par réception, un touchdown, mais surtout des playoffs gigantesques, un Super Bowl extraordinaire. Finalement, du Jauan Jennings dans le texte de ce qu'on raconte nous depuis qu'on a commencé ce podcast, à savoir que sûrement le meilleur numéro 3 de NFL et un joueur au talent fou dès qu'on lui en donne l'occasion de le montrer, Kevin. Ouais, bah vous le savez, moi je suis amoureux du joueur, j'adore ce genre de receveur physique, puissant, mais qui est aussi capable sur des appuis de déséquilibrer son adversaire. J'ai vraiment l'impression qu'il perd son temps en tant que numéro 3 en fait. C'est un joueur que j'aimerais voir en numéro 2. Alors, il y en a qui vont dire on l'a pas beaucoup vu en saison régulière, et c'est vrai, mais au final, un receveur 3, on n'attend pas à ce qu'il soit performant et régulier tout le temps. On attend à ce qu'il soit là dans les grands moments, dans les grands matchs. Et comment il pourrait être plus là dans les grands moments? Je veux dire, contre les Lions, contre les Packers, à chaque fois qu'on a eu besoin de la réception qui change le cours du match, qui modifie notre destin, c'est lui qu'on va chercher, c'est lui qui assure, quoi. Et c'est pas des réceptions faciles quand il va la chercher 3 km en hauteur. J'en connais pas beaucoup de receveurs qui sont capables d'aller les chercher, ces balles-là, et de pas les relâcher au choc qu'il prend après. Malheureusement, pour lui, il y a encore Deebo Samuel et Brandon Ayuk devant lui, et il n'a pas cette chance-là de pouvoir être aligné en tant que receveur numéro 2 et de jouer beaucoup de snaps. Mais j'espère le voir à l'avenir dans ce rôle-là parce que c'est un joueur extraordinaire. Gonzague. Oui, je suis assez d'accord avec Kevin. Lui aussi, d'ailleurs, comme Purdy, mais pour des raisons différentes, c'est une belle histoire NFL. C'est quelqu'un quand même qui revient de loin, qui s'est perdu à l'université au niveau comportement et qui, depuis qu'il est arrivé à San Francisco, est un modèle de comportement. Jamais un mot au-dessus de l'autre. Team friendly, comme on ne peut pas espérer davantage de la part d'un coéquipier. Donc ça, déjà, c'est le premier point au niveau du comportement. Vous savez à quel point je suis sensible à cette question-là. Ajouter à cela, dans une autre vie, Gonzague, t'étais CPE en fait.
Probablement. J'avais certainement mon sweat Panzeri et bleu marine. Ça, c'est tout à fait possible, prof de PS. D'ailleurs, si on t'avait connu à l'époque de la draft, je pense que tu aurais absolument défoncé ce choix. De ouf. Oh, de ouf. Eh ben, De le non, drafter. figure-toi, j'étais pas emballé à cause du comportement du joueur, mais je trouvais qu'en 7e tour, c'était un sacré style. Donc, j'avais du pour et du contre, mais j'étais pas, ça m'allait. Et puis il était mouvant de sa draft. Hein. Quand il dit thank you au moins une quinzaine de fois, tu te dis mais putain, il revient d'où là? Il a cru tout perdre. Exactement. Donc non, c'était plutôt émouvant. Donc non, j'avais rien contre lui à ce moment-là parce qu'au 7e tour, ça m'allait très bien. Au 4e, ça m'aurait plus gêné. Mais pour en revenir au joueur en tant que tel, moi, ce que je trouve très fort chez lui, c'est cette capacité qu'il a à gérer la pression parce qu'il est le joueur qui rentre sur le terrain lorsqu'on est sur une 3e tentative et passe et il a cette responsabilité de ne pas la dropper pour que le drive continue. Il n'est pas aligné toujours dans les jeux les plus évidents et on sait qu'il inspire confiance. Moi, honnêtement, quand il est ciblé, je me dis pas merde, putain, c'est Jennings, ça va dropper là, ça va dropper. Non, pas du tout. Je suis très serein parce que je trouve que c'est un receveur sûr. Je plus soit 1000 fois ce que vient de dire Kevin sur le côté que ce qui est frustrant pour lui, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il perd son temps chez nous. À être receveur numéro 3, c'est vraiment de la confiture au cochon, si je peux me permettre, parce que vraiment, il mérite 100 fois d'être receveur numéro 2, voire 1,5 s'il était chez les Patriots, voire 1. Non, vraiment, c'est typiquement, vous voyez, c'est là où on voit que le travail qui est fait à la draft par nos scouts et par John Lynch, parce qu'avoir un receveur de ce type en numéro 3, mais c'est du caviar au petit-déj. Excusez-moi, c'est fantastique. On voit ça rarement en tant que supporter d'une franchise. Croyez-moi, on ne voyait pas ça avant chez nous. Hein. Donc, vraiment, profitons d'avoir ce joueur-là chez nous. Et là, le tag qu'on s'apprête à mettre sur lui, on le traitera plus tard, mais le tag idéal est très bien pensé. Et vraiment, encore une année chez nous, et ça, c'est très, très bien, j'en suis ravi. Olivier? Il n'y a rien à rajouter. Hein. J'ai vraiment apprécié l'intervention de Kevin. Non, je t'ai pas entendu. Et donc, non, il n'y a rien à rajouter. Très bien. On va passer aux autres receveurs qui ont eu un peu moins de temps de jeu. On va quand même parler un peu de Ray McLeod. Ray, c'est 12 réceptions, 135 yards, 11,3 yards par réception également. 3 courses et 30 yards. Et également quelques retours, mais ça, à la limite, on s'en fout un petit peu parce que, bon, on en parlera peut-être plus tard. Quelque chose à dire sur la saison de Ray McLeod? Un bon numéro 4, pas plus? Bof. Oh. J'ai l'impression que c'est le genre de receveur qu'il y en a 50 au chômage en ce moment et qu'on pourrait amener quelqu'un à sa place. Il n'y aurait pas de problème. Ouais. Alors, il y a le côté return man qui est intéressant parce qu'on a toujours besoin d'un gars qui est capable de retourner des coups de pied et il a quand même des qualités dans ce domaine. Ouais, moi je le trouve un peu. Je trouve qu'il a pas fait grand chose en retour. Hein. On a quand même eu, bon, évidemment, il y a l'histoire du Super Bowl qui est 0% sa faute, même s'il peut se coucher sur le ballon, mais je trouve j'aurais attendu mieux sur l'ensemble de la saison d'un retourneur. Alors évidemment, on ne peut pas s'attendre à avoir un touchdown par match, hein, c'est pas Devin Hester, mais j'en aurais attendu un petit peu mieux que juste quand il retourne le ballon arrivé au 25, comme s'il avait fait un touchback, quoi. Ouais, mais au final, ses mains sont sûres, il échappe pas les ballons. On n'a pas 36 fumbles, et quand il y a un trou qui s'ouvre devant lui, bah, il va remonter jusqu'au 35, au 40. J'en demande pas plus aux joueurs qui sont sur les retours, parce qu'au final, tu regardes sur une saison, il y a 3-4 coups de pied dans une saison qui sont retournés sur 60 ou 70 yards. Des touchdowns, Voilà. je dirais qu'il y en a peut-être 3 par an au total. C'est ça, c'est quand même très très faible. Donc un gars qui fait pas de fumble non provoqué, qui utilise les opportunités qui sont à sa disposition pour remonter un petit peu le ballon, ça me suffit. Donc voilà, on a déjà eu bien pire que ça. Ouais, moi je trouve qu'il est juste dans son rôle de retourneur, il est très très juste. C'est quand il est pas là qu'on se rend compte à quel point il est bon, parce que les matchs où il était pas là, on s'est rendu compte qu'il y avait des mecs qui avaient un peu les mêmes plus savonneuses que lui. C'est vrai que pour le Super Bowl, on est d'accord c'est pas de sa faute. Ballon rebondit sur la cheville d'un gars et après il s'est pas jeté, mais c'est un ballon. Je rappelle que c'est la forme du ballon fait qu'il est pas, il rebondit de façon aléatoire. Donc ça rentre aussi aussi en ligne de compte. Après, en tant que receveur, honnêtement, il est receveur 4, mais en vrai, il est 5 ou 6, c'est pareil.
on s'en fout parce que c'est pas ce qu'on lui demande. Il apparaît de façon très sporadique sur les jeux. Et oui, on le garde comme retourneur de coup de pied, c'est tout. À part si on tombe sur un gamin à la draft qui a des qualités et qui va nous coûter encore moins cher. Mais franchement, il n'a pas un salaire non plus mirobolant, quoi. C'est quoi, c'est 4, 6, 4 par an? Aucune idée. Et je sais qu'il est agent libre, donc il faudra voir. Il a un contrat de 2 ans et 8 millions, si mes souvenirs sont exacts. Donc, c'est pas non Je sais plus, plus. voilà. Si je peux me permettre, Olivier, ça va être un peu de chose près le salaire de Jennings l'année prochaine avec son tender. Hein. Donc, c'est pas non plus un petit salaire pour un receveur numéro 3, receveur numéro 4, qui généralement, en plus, c'est souvent parfois des salaires de rookie à cette position, donc bien en deçà. Par contre, moi, j'avais assez en désaccord avec Elliott sur la question du poste de retourneur. Parce que clairement, alors certes, on partait de loin, on n'avait vraiment pas des joueurs brillants à l'exercice, mais je trouve que l'arrivée de Ray McLeod a vraiment apporté un upgrade à ce poste-là par rapport aux saisons régulières. Et c'est pas faire insulte à, je sais plus comment il s'appelle, notre 7e tour qui a joué au Chief, ou même à Deebo Samuel, que de dire ça. Vraiment, je trouve qu'il y a eu du progrès de ce côté-là. Il a fait peu de drops, alors que moi, c'est pourtant un exercice où il m'inquiétait un peu, parce qu'il avait un passif en tant que receveur avant d'arriver chez nous, où c'était un peu un spécialiste du drop. Donc j'étais un peu inquiet, il m'a plutôt surpris de ce côté-là. Par contre, il y a un point sur lequel il m'a un peu déçu, c'est que je trouve que pour un spécialiste des retours, sa capacité à la séparation lorsqu'il est sur le terrain en tant que receveur est assez moyenne, en fait. Donc j'étais un peu surpris de ça. Donc en fait, moi je pense que en tant que spécial teamer, on peut envisager des discussions avec lui pour un retour chez nous l'année prochaine. Mais par contre, avec le salaire qui va avec, parce que comme vous dites très justement, on peut très bien chercher un receveur à un 5e tour d'une draft et en faire notre Ray McLeod à moindre frais. Donc il y a un véritable arbitrage à faire concernant ce joueur-là quant aux intentions qui seront les nôtres vis-à-vis de lui. Le suivant, Ronnie Bell, notre rookie, 6 réceptions, 68 yards, 11,3 yards par réception. 3 touchdowns quand même en 6 réceptions. Je vais commencer parce que je sens que vous allez le détruire derrière, donc je vais me permettre de mettre du positif. Il a été un peu moins bien en fin de saison, mais moi je le trouve très intéressant pour un rookie. Peu de temps de jeu finalement, mais en red zone, il a été efficace. Il fait quand même 3 touchdowns sur 6 réceptions, c'est pas négligeable après une bonne pré-saison. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Alors, il sera pas mieux qu'un receveur 4, hein, clairement, surtout vu les joueurs qu'on a devant lui. Mais pendant son contrat rookie, je trouve qu'il y a des vraies choses à faire. Je trouve que pour un 7e tour, il a fait évidemment bien plus que ce qu'a fait Danny Gray sur sa saison rookie. Danny Gray qui a été totalement absent cette saison. Donc bon, je trouve qu'il nous a pas coûté une défaite. Il a fait des petites erreurs, des erreurs d'un rookie de 7e tour, donc je tombe pas non plus de ma chaise. Et que globalement, il a, je trouve, quand même fait des bonnes choses. Enfin, je veux dire, 3 touchdowns dans 6 réceptions, c'est quand même pas mal du tout. Quelqu'un a quelque chose à dire sur Ronnie Bell pour le détruire? Parce que je sais qu'il y a eu je trouve qu'effectivement, c'est un receveur intéressant. Pour un receveur rookie, il a fait des belles choses. On sent le potentiel, on sent qu'il y a quelque chose. Donc oui, sur une aventure de 3-4 ans en tant que rookie, c'est très intéressant d'avoir ça en receveur numéro 4, je suis d'accord. Par contre, là où il aurait pu se démarquer, c'est à ce poste de retourneur. Et je trouve qu'il y a eu des erreurs coûteuses qui lui coûtent à lui plus qu'à nous au final. Nous, en tant qu'équipe, on s'en est sorti, on a Ray McLeod. Mais lui, il aurait pu se mettre plus en valeur et gagner encore plus de temps de jeu. Et je trouve qu'il a montré des limites là-dessus, ce qui m'embête un peu. Mais moi, j'avais pas trop compris son utilisation comme retourneur. Je trouve que ça matchait pas du tout ses qualités. Donc, pour le coup, je suis pas non plus tombé de ma chaise le fait qu'il se soit planté. Ça a pas marché, évidemment, et il aurait pu en profiter. Mais je trouvais que c'était pas forcément l'idée du siècle dès le départ, en fait, de le mettre en retourneur. Après, moi, de mon côté, je ne comptais pas le couper en deux parce que c'est un rookie, comme tu dis, de 7e tour. Moi, il a fait des erreurs, oui, c'est un rookie, donc il n'y a pas de souci. Il coûte que dalle, donc c'est parfait. Et c'est à lui de prendre, le bon chemin. S'il travaille correctement pendant l'intersaison, l'année prochaine, il peut devenir plus qu'un receveur 3 ou 4 parce que tu sais très bien qu'au bout d'un moment, il y a quand même la notion de salary cap. On ne peut pas grader tout le monde à 70 millions la saison, malgré ce que des fois je lis sur les réseaux que j'ai l'impression qu'ils jouent tous à Maiden, les gens. Bref, dans la vraie vie, dans le vrai monde, c'est pas possible.
Donc, c'est intéressant de faire travailler des gens et je trouve qu'il y a plus de potentiel chez lui. Et il a montré beaucoup plus de choses lui cette année que Danny Gray l'année dernière et cette année. Partant de là, pour moi, et surtout au 7e tour de draft, c'est bien ce qu'il a fait. Il faut dire en même temps, Danny Gray, excusez-moi, moi j'ai jamais compris sa draft, hein. On en parlait déjà à l'époque. Mais si, Loïc t'a dit qu'il le fallait parce qu'il court vite. C'était un speedster, il plaisait à Loïc. Oui, écoute, mais qu'il après, fasse de l'athlétisme dans ce cas-là. Excusez. Non, mais sérieusement, il n'a pas de main, il court vite, qu'il fasse de l'athlétisme. Soyons sympas avec lui. Non, là où tu as dit les choses justement, Elliot, c'est que moi, en effet, je vais apporter mon bémol par rapport à Ronnie Bell. Alors déjà, je rappelle le contexte, je n'étais pas convaincu par sa draft. Vous l'aviez tous compris à ce moment-là. Je vais commencer par ses qualités. Il sait créer la séparation. Ça, c'est vrai. Par contre, là où je ne suis pas du tout convaincu sur 2 points, et là où je suis en total désaccord avec vous, c'est que je pense que c'est un joueur qui a, ou qui va, selon le point de vue qui est le vôtre, montrer ses limites très vite. Je pense que son potentiel de progression est très limité. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il a régressé, d'ailleurs, en cours de saison. Donc, je ne suis pas du tout convaincu par rapport à ça. Et le point, pour moi, qui a été assez chaud concernant Ronnie Bell, et qui pour moi d'ailleurs a été d'autant plus remarqué qu'il joue dans une équipe qui tourne et qu'en plus de ça c'était pas trop le défaut de ses coéquipiers au poste de receveur, c'est que moi je trouve qu'il a une sécurisation du ballon qui est très étrange, très moyenne, qui justifie son 7e tour de draft. Moi honnêtement quand soit il drop le ballon et quand il la drop pas et qu'il la catch, je suis pas du tout rassuré sur les yards derrière s'il se fait accrocher par un défenseur qui ne se la fasse pas arracher des mains. Je trouve que ça protection du ballon est très suspecte. Et donc, de ce point de vue-là, il ne m'a pas du tout convaincu. Moi, il m'a énervé plus d'une fois, notamment sur des réceptions que j'estimais faciles. Et en fait, moi, ce que je lui reproche, c'est que je pense que ça aurait pu être un plus grand talent. Et je pense que c'est un joueur suffisant. Et je trouve ça dommage. Je ne suis pas du tout convaincu et je ne crois pas, contrairement à vous, à sa capacité de progression sur les années à venir. On peut le garder parce qu'il ne fait écoute rien sur un 7e tour et qu'on peut lui donner une deuxième chance à moindre frais. Mais pour moi, je vois typiquement un joueur qui, lors des prochains camps, en vue des 53, se battra pour être dans les 53 sans avoir la garantie d'y être. Ensuite, on avait, là, ça va être des joueurs qui ont eu beaucoup moins de temps de jeu. Chris Conley, même si on a tous bien aimé ce qu'il a fait, 3 réceptions, 69 yards. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est un bon vétéran et que s'il coûte rien, ça fait plaisir. Typiquement, quand je disais que McLeod est un joueur interchangeable sur le poste de receveur numéro 4, par exemple, à Chris Conley, j'aurais aucun problème à lui donner ce poste de receveur numéro 4 à la place de McLeod ou même de Ronnie Bell. Je lui ai trouvé même sur l'ensemble, alors qu'il y a beaucoup moins de réceptions, il y a beaucoup moins de yards, etc. Moi, j'ai plus de souvenirs de réception de Conley que de réception de McLeod cette saison. Quand j'ai fait les stats là tout à l'heure, que j'ai vu 12 réceptions de McLeod, je ne sais pas où elles étaient. Je les ai totalement oubliées. Ouais, c'est Mr. Big Play Conley. Il y a 3 réceptions dans l'année, mais quelle réception en même temps. 3 réceptions, 23 yards par réception, il nous fait. Là, je vous fais un spoiler à vous, chers auditeurs. Il est depuis peu le joueur préféré de Loïc. Loïc a dû commander le maillot. C'est un joueur qui ne fait que des big plays. Vous faites une play action, vous visez Chris Conley, vous avez un jeu qui va tourner sur YouTube pendant 6 semaines. C'est parfait, quoi. Donc, non, mais je suis d'accord avec vous. Conley pourrait être... En tout cas, moi, dans ma hiérarchie à moi, complètement être numéro 4 devant Ray McLeod et évidemment devant Ronnie Bell, en tout cas à mes yeux. Derrière, on avait également 2 autres joueurs qui ont eu un petit peu de temps de jeu. Willis Snead, 47 snaps seulement cette saison, de réception 14 yards. Et Ty Martin qui a fait 3 petits snaps. Voilà. Pas grand-chose à redire sur ces 2-là. On va passer au poste de tight end, évidemment commencer par le King, Monsieur George Kittle. First Team All-Pro une nouvelle fois, 65 réceptions, 1020 yards, 15,7 yards par réception, 6 touchdowns. Voilà, Olivier, encore une grande saison de George Kittle, encore du grand George Kittle qui prouve que les années, pour l'instant, n'ont aucune prise sur lui. Il est égal à lui-même, je veux dire, c'est un petit peu là. Juste avant, c'est ça, avant que tu continues, les blocs ne sont pas comptabilisés en stats, mais si on devait au moins mettre une note, ce serait A++. Voilà, donc il tient toujours son rôle, il tient son rôle de leader, son rôle de capitaine, son rôle
d'âme offensive de l'équipe et à la fois bout en train, clown et personne inspirante pour l'équipe. Donc voilà, il y a pas grand chose à ajouter. On est tous fans du joueur, on est fan de la personnalité, on est fan de ses actions offensives comme de ses gros blocs. Et même, comme l'a dit Kevin, je pense qu'il va revenir là-dessus, il se transforme de plus en plus en tight end bloqueur. On a moins besoin de lui au point de vue des réceptions parce que d'autres personnes font le taf. On sait que s'il y a des matchs où il est seul, il va faire mal parce qu'il a toujours cette capacité-là. Et c'est un joueur exceptionnel et j'ai la chance de le voir jouer à San Francisco, donc je suis vachement content. Non, et puis avant de donner la parole à Kevin, et oui, il se transforme de plus en plus en bloqueur. Il fait quand même plus de milliards. Hein. On parle d'un tight end. Pour les receveurs, milliards, ça peut paraître easy quand t'es un numéro 1. T'as un nombre de mecs qui dépassent les milliards, ce qui est hallucinant. Et tight end, les milliards, ils sont pas beaucoup. Hein. Ils sont pas beaucoup à passer les milliards. Kevin ? J'ai envie de dire que même s'il était nul de chez nul, il serait quand même très utile à l'effectif juste par ses qualités de leader, de gars qui doit être adoré dans un vestiaire. C'est le genre de gars que toutes les équipes veulent avoir dans leur vestiaire, ne serait-ce que pour sa présence, sans même parler de ses qualités sur le terrain. Et puis on parle de ses qualités sur le terrain, c'est le meilleur tight end de la ligue. Parlez-moi de Travis Kelce si vous voulez, mais moi ça fait longtemps que je suis convaincu que George Kittle est un niveau au-dessus, ne serait-ce que par sa proportion à bloquer, parce qu'il est capable de faire ce que fait Travis Kelce à la réception, il n'y a aucun problème. Mais il amène cette dimension supplémentaire au bloc qui est si importante quand on a un McCaffrey derrière qui attend que les brèches s'ouvrent. Tu as un Kittle qui vient ouvrir encore plus de brèches en plus de la ligne offensive. C'est du bonheur, c'est de l'or en barre et on est chanceux. Alors, il s'approche des 31 ans, on commence à se dire, ok, quand est-ce que va être la saison de trop? Quand est-ce que les performances vont diminuer un petit peu? Mais pour le moment, c'est parfait. Et let's go, quoi. Quel plaisir d'avoir un joueur comme ça, quoi. Non, et puis en plus, avant de donner la parole à Gonzague, non seulement il est très bon sur les blocs, ce qui est le cas de beaucoup de joueurs, vous en parliez avec Ayuk, on n'en a pas parlé, mais Jennings est un extraordinaire bloqueur. Mais il a ce truc qu'ont tous les autres mecs dont on a parlé, il y va avec plaisir, quoi. Il y a le sourire quand tu lui annonces dans un match, si Kyle lui annonce avant le match, alors Georges, voilà le plan de jeu, tu n'y aura aucun jeu où tu seras en position de réception, tu vas faire des blocs tout le match. Et il va être trop content. Et ça, c'est rare quand même pour des tight ends aujourd'hui. Là où la position est de plus en plus en train de se transformer en une position de pur receveur avec Kelce, qui est un pur receveur, avec les petits jeunes qui arrivent, les Kyle Pitts, exactement, la Porta, même s'il est très capable de bloquer, reste quand même un pur receveur. Lui, il y va avec beaucoup, beaucoup d'envie. Gonzague ? J'ai rien à redire de ce que vous avez dit, parce que tout était absolument parfait. Je vais même ajouter un petit côté sur le côté leader au sein de cette équipe. C'est qu'en effet, il a l'air de prendre autant de plaisir au bloc qu'à la réception, ce qui déjà est un très bon point par rapport à sa position. Au moment de négocier son contrat, il n'a jamais fait état du fait qu'il faisait beaucoup de réceptions. Il s'est toujours considéré comme un pur tight end. On sent qu'il a vraiment la passion de son poste. Et je tiens quand même, en tout cas, j'allais dire à rappeler, mais c'est pas le terme, parce que c'est peut-être un sentiment très personnel finalement, mais j'ai l'impression que parmi toutes nos armes offensives, celui qui, factuellement parlant, a le plus perdu depuis notre changement de quarterback, depuis le départ de Garoppolo pour Purdy, on a l'impression que c'est lui, parce qu'il est beaucoup moins ciblé. Notre cahier de jeu a évolué vers d'autres choses et on sent qu'il est moins ciblé, son poids en tant qu'arme offensive a baissé, et pourtant, statistiquement parlant, il est toujours à plus de milliards. Quand on a besoin de lui, il est là. Il est beaucoup moins ciblé, mais dès qu'il est ciblé, il fait la réception. Il continue à produire derrière, parce que c'est yard after catch, on pourra en parler pendant 10 000 ans. C'est toujours aussi impressionnant. Et on le voit jamais bouder. Au contraire, il a toujours ce côté « je motive mes coéquipiers ». On l'a vu face aux Lions, c'était du bonbon à regarder sur la touche ou sur le côté, sur la sideline. Non, vraiment, ce joueur est fascinant. Et tout à l'heure, je parlais de visage de la franchise à travers Purdy. Moi, honnêtement, je suis un annonceur. J'ai besoin d'une célébrité sportive pour vendre mes cacahuètes ou mes barres de céréales. Mais tous les jours, je vais vous chercher Kittle. Mais tous les jours. Mais ce mec-là, mais c'est de l'or en barre pour une entreprise. Je le veux. Et il prend combien? Je veux prendre contact avec son agent dans la demi-heure. C'est fantastique. Clairement, tu vas pas prendre Deebo Samuel juste ses qualités d'acteur.
Ça, c'est sûr. Ah non, clairement pas. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à trouver la pub de Deebo Samuel, c'est catastrophique. Alors, s'il y a bien un poste chez les 49ers où il y a un numéro 1 et qui a 8 mondes ennemis entre le 1 et le 2, c'est bien le poste de tight end. Le numéro 2 cette saison, c'était Charlie Warner, qui a joué tous les matchs, qui a fait quand même 312 snaps, mais en 312 snaps, 3 petites réceptions et 32 yards. Voilà. Bon bloqueur, moi j'ai trouvé quand même. Il a montré des belles choses au bloc. Et très utile. Notamment, son rôle s'est accentué en fin de saison en tant que bloqueur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus sur Charlie Warner? Gonzague forcément a quelque chose à rajouter. Oui, bien entendu. non, parce que Charlie Warner, on s'est souvent moqué de lui et parfois à raison. Mais la réalité des choses, c'est qu'en effet, comme tu dis très justement, c'est vraiment le joueur de l'ombre par excellence parce qu'il bloque beaucoup. Et je veux pour preuve de son importance au sein de l'équipe, c'est que j'invite tous nos éditeurs à aller regarder son nombre de snaps par match. Parce que c'est un joueur que l'on considère comme quasiment invisible, à se demander même s'il est sur le terrain. Et paradoxalement, il est aligné sur une majorité de snaps aujourd'hui. J'ai la stat, c'est très simple, 30% des snaps. Tu vois, j'exagérais peut-être au niveau de plus de la moitié, mais la réalité, c'est qu'il est quand même beaucoup plus aligné qu'on l'imagine, parce que notamment sur la course, il est devenu presque indispensable. Et puis même sur certaines situations de passe, notamment sur les slants, il est extrêmement... Il est extrêmement balèze. Donc vraiment, c'est typiquement, pour moi, je le compare quasiment à un joueur de ligne offensive dans la mesure où il n'est pas destiné à avoir le ballon. D'ailleurs, à l'université, à Georgia, il ne touchait pas le ballon non plus. Il avait très très peu de réceptions, ça a toujours été son rôle. On est allé chercher en fin de draft pour ce rôle-là, celui de tight end pur à l'ancienne, et il l'accomplit très bien. Et à une époque où moi je me suis dit, est-ce que ce mec-là fera les 53, j'en suis au point de me demander si sa place dans les 53 l'année prochaine n'est pas assurée de par l'importance qu'il a pris au sein des schémas de jeu de Shanahan. Il est en fin de contrat, donc on verra bien ce qui se passe pendant l'intersaison. J'avais oublié ce détail. Gonzague tient son MVP offensif de la saison, visiblement. Attends, un mec qui fait 0 réception et qui fait que du bloc, pardon, mais Gonzague... Oui, monsieur. Il est tatoué sur le cœur. Frank Gore n'aurait pas craché dessus. Un mec qui fait peu de réceptions, mais qui fait également peu de blocs, même si Kevin l'aime d'amour, forcément. Ross Dwelley, 76 petits snaps cette saison, une seule réception, 12 yards. Kevin, forcément, est-ce que c'était l'année de trop pour Ross Dwelley? Mais non, mais ce pauvre homme est blacklisté par coach Shanahan. Non, plus sérieusement, il a été beaucoup blessé cette année, malheureusement. Que dire, pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais le potentiel est toujours là, il explosera un jour ou l'autre. Moi, si je peux rajouter quelque chose... Il est quand même arrivé en NFL en 2018, on attend quoi. Non, mais attendez, juste un petit détail quand même, parce que là, on va essayer de parler sérieusement concernant Ross Dwelley. Parce qu'on rigole, on dit qu'il est fantastique, d'autres doivent s'interroger, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça, c'est quoi la private joke? Non, la réalité des choses, si on essaie quand même aussi d'être objectif, c'est qu'il y a ces joueurs qui sont indispensable à un vestiaire. Et Ross the Boss, c'est pas nous qui l'avons inventé sur ce podcast. Ça vient de l'équipe. On voit que Kittle porte son t-shirt constamment de son partenaire. Ross the Boss, c'est vraiment, mais il est tatoué partout. Si ce joueur-là, qui pourtant a finalement peu d'impact dans les résultats de l'équipe, est toujours dans l'effectif, c'est qu'il y a aussi une raison. Il y a aussi une raison, c'est que je pense que, je dis pas que c'est le gentil géo du vestiaire, c'est pas l'animateur qui sort le truc, mais je pense qu'il se passe quelque chose avec ce joueur en arrière-plan que nous, téléspectateurs, nous ne voyons pas, mais je pense qu'il a un réel impact. Et même si je suis d'accord avec Kevin, il n'a pas la carrière qu'il aurait dû avoir, parce que je pense qu'il est bien meilleur que ce que ses stats nous laissent à montrer et qu'il est un petit peu prisonnier de sa position dans cette franchise. Mais la réalité, c'est que ça m'a l'air d'être un joueur qui est complètement destiné à l'équipe. Pour moi, c'est typiquement ce genre de joueur dont tu sais que la reconversion à un poste de coach de position, quelque chose comme ça, est quasiment assuré. Et ça ressemble tellement en termes de carrière à ce type de profil. Moi, là, tu mets des étoiles dans les yeux de Kevin qu'on va voir Ross Dwelley en coordinateur offensif dans 8 ans. Mais complètement, mais il semblait écrit pour ça. Et si Ross Dwelley nous a finalement gagné ce Super Bowl alors que Shanahan aura toujours échoué, ce serait pas beau ça? Ross Dwelley, head coach des 49ers dans 15 piges. Waouh.
Un dernier tight end un petit peu joué, le rookie Bryden Willis qui a joué 48 snaps, essentiellement du bloc. Voilà, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va passer sur la ligne offensive pour terminer avec le patron. Pour commencer, Monsieur Trent Williams, 15 matchs, 809 snaps, 9 pénalités quand même cette saison, mais 0 sac encaissé. Toujours le boss, ça bouge pas. Voilà. Que dire, hein, pour le coup, dans le type... alors, les années ont une prise sur lui du côté physique parce qu'il peut moins enchaîner et qu'on sent qu'il a besoin sur les matchs de fin de saison de se reposer un petit peu et que... Mais par contre, quand il est sur le terrain, en fait, il n'y a rien à dire, quoi. Le mec est absolument injouable. Le mec est impassable. C'est le meilleur tackle de NFL, il n'y a pas de discussion, alors qu'il a quoi, 35-36 ans. On se régale d'avance de savoir qu'il a quand même déjà dit vouloir continuer au moins 3 ans, donc nous, on est bien. Ça nous va, très bien. Si on peut protéger Brock Purdy au côté aveugle, on est tranquille. Olivier Trent, toujours le patron. Ah oui, les pénalités, c'est surtout parce que c'est un début de match qu'il faut qu'il se réveille, qu'il va chauffer le moteur. Et une fois que le moteur il est faux, ben, tant pis pour les autres. Je veux dire qu'il est exceptionnel, mais exceptionnel. Et il y a, voilà, c'est genre de joueur, quand tu sais que tu lasses ton côté gauche, tu vas être tranquille. Donc, qui continue comme ça, en même temps, il amène son expérience et sa façon d'être au reste de la ligne. Et on voit que Banks, à côté de lui, continue à faire des belles saisons en progression. Partant de là, on sait que notre côté gauche est de qualité pour quelques années encore. Kevin? Ouais, Olivier a tout dit, c'est un super joueur. Alors oui, il y a les pénalités un petit peu en hausse. C'est peut-être ma seule légère inquiétude de voir qu'il y a des petites choses par-ci par-là, alors qu'avant, il n'y avait vraiment rien qui se passait de son côté. Mais bon, il prend de l'âge, mais au final, ça reste le meilleur lineman de la ligue peut-être, en tout cas le meilleur à son poste. C'est un grand plaisir parce que notre ligne a quand même des manquements, on va y revenir après, mais à l'avoir lui, ça bonifie tout le reste, c'est sûr, et Aaron Banks en particulier. Gonzague? Alors moi, c'est dommage qu'on n'ait pas la stat sous les yeux, mais je pense que le fait qu'il fasse davantage de holding n'est peut-être pas si nouveau que ça. Je pense que c'est le seul défaut qu'il avait réellement avant. Sa force évidemment incroyable, c'est de ne laisser rien passer. Vous mettez le meilleur defensive end de la ligne en face de lui. Je suis quasiment convaincu qu'il va prendre le dessus quasiment à chaque fois. Vous mettez TJ Watt, vous mettez un DeMarcus Lawrence, vous mettez ces joueurs-là. Moi, je suis serein avec. J'ai le détail des pénalités, si tu veux. Vas-y, je veux bien. Il y a 5 holdings, 3 faux départs et un offside. Et sur l'année précédente, c'est ça qui m'aurait intéressé. Holding, c'est 2 avant, 2 l'année d'avant, 5 l'année d'avant, 5, 5, 4, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 3. Toujours quelques holdings, ouais. Mais c'est rien, quoi. 5 holdings sur une saison. C'est pas tant que ça, c'est pas tant que ça. C'est pas non plus à tomber par terre, mais c'est vrai qu'on est une équipe qui tourne, donc dès qu'on fait un holding, ça se voit direct. Mais donc voilà, ça c'est la première qualité de Trent Williams et merde, du coup j'ai perdu le fil. Mais merde, j'ai perdu le fil. Il parle tellement qu'il ne sait plus où il en est. C'est ça. De moyenne. Même sur le Titan 3, il tient 2 minutes 30. Repars sur ces années quand tu étais universitaire, ça va te revenir. Logiquement, tu retournes holding. Je pourrais t'en parler en plus. Juste ces années aux Commanders. Voilà, non mais il est extraordinaire. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et puis, je n'oublie pas encore une chose, c'est que de cette magnifique saison, ça restera évidemment l'image, comme je disais la semaine dernière, de la fuite de ce défenseur des Jaguars, preuve de l'impact qu'il a, quoi. C'est du jamais vu. J'adore ce joueur. J'espère qu'il restera longtemps chez nous. La gestion de son salaire devrait être une question sur la masse salariale, mais vu le niveau, je pense qu'il faut même pas se poser la question. Et voilà, c'est super, bravo à lui. Il continue comme ça, mon vieux. À ses côtés, Kevin en a un petit peu parlé. On a Aaron Banks. Aaron Banks, 837 snaps, 6 pénalités et 0 sac concédé cette saison une nouvelle fois. Bon, voilà, autant après sa toute première saison où il avait très peu joué, moi le premier j'avais des doutes. Allez, hop, je ferme ma bouche maintenant. On a un côté gauche tranquille avec Williams et Banks. Une belle saison de Banks une nouvelle fois. En fait, le garde, généralement, un garde, quand on le voit pas, c'est la bonne nouvelle.
Ouais, bah c'est ça que je me rappelle souvent avec lui, c'est à quel point il s'est fait taper dessus alors que le pauvre gars, il avait rien demandé à personne. Il apprenait tranquille dans son coin sur le practice squad. Et puis tout le monde lui tapait dessus avant même qu'il ait mis un pied sur un terrain NFL. Puis l'année dernière, il a mis le pied sur le terrain et il n'y a plus personne qui a envie de l'enlever. Et cette année, il progresse encore. Alors, c'est sûr, il profite de la présence omnipotente de Trent Williams à côté de lui. Mais malgré tout, il est là, il fait ses matchs et il laisse pas passer grand-chose. Et c'est un jeune joueur. Je pense que c'est un gars sur qui on peut compter et qui on va pouvoir conserver pour de très longues années. Et oui, il y a de la reconstruction à faire sur une partie de la ligne, on va y revenir. Mais lui, il est là pour durer. Gonzague? Je me souviens comme si c'était hier des mots que j'ai dit au moment où on l'a drafté. Alors déjà, il n'a jamais fait le practice squad, pour info, Kevin. Il était remplaçant Non, de il était pas Tomlinson, en pré il était backup, mais s'il avait fait practice squad, il serait parti en 3 secondes par contre. Ah bah ça c'est clair, Ah parce que c'est un choix de deuxième tour. Et je me souviens très bien des mots que j'ai dit à son propos, qui était que c'est un joueur que j'adorais, mais que je ne voyais pas du tout dans notre effectif parce qu'il ne savait pas jouer en zone. C'était vraiment un joueur power run à l'ancienne. Et paradoxalement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a terriblement progressé dans ce domaine-là. Il nous a complètement fait mentir. Il a notamment un pas latéral qui est très très fort, et on l'a vu notamment parfois venir soit en soutien de Williams, soit en soutien de Brendel très rapidement. Ses décrochés notamment vers l'avant sont très impressionnants. On le voit notamment lorsque McCaffrey fait le choix des courses, on le voit très vite en deuxième rideau. Donc vraiment, c'est une très très bonne pioche. Comme tu disais très justement, Elliot, dès qu'on ne voit pas un garde, c'est que c'est plutôt bon signe. Moi, en tout cas, qui m'intéresse beaucoup aux lignes offensives, je le vois très souvent, et il n'est clairement pas étranger au stade de nos running backs, parce que tout génie qui est McCaffrey, il a aussi cette chance d'avoir, sur notamment la partie gauche de la ligne, deux trésors que sont Trent Williams et Aaron Banks. Il a un très très bel avenir, ce garde, et j'espère qu'il va continuer ainsi. Olivier? Écoute, il a fait l'année dernière une très bonne première saison en tant que titulaire. Cette année, c'est pareil. Il continue sur sa phase de progression. C'est un joueur qui va vous coûter de l'argent l'année prochaine. Il faut encore en profiter, c'est la saison qui arrive. Et oui, moi je suis touché. On a un très très bon côté gauche. Ça va, encore une fois, on va se mouiller la nuque, comme tu dirais, Elliot, par rapport au contrat. Mais oui, c'est un joueur de qualité, et très content de ce qu'il a fait cette saison encore. À ses côtés, du coup, on avait Jake Brendel, 1024 snaps, une pénalité, 2 sacs encaissés. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison de ce bon vieux Jaco? Écoute, moi je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Moi c'est toujours pareil. Sur la ligne offensive, on sait qu'on a des joueurs, on a un joueur qui coûte très très cher, on a des joueurs qui sont sur leur contrat rookie, et on a Brendel. Brendel, quand il est arrivé, on a dit oh voilà, finalement il s'est imposé, il est très bon dans son poste. Il coûte 2 sacs sur la saison, c'est pas non plus le bout du monde. Tu disais qu'au niveau des pénalités, il n'y avait quasiment pas. C'est quand même les qualités. Une seule pénalité. Et quand tu es centre, c'est un petit peu ce qu'on te demande quand même, de pas jouer des pré-snaps ou on n'a pas beaucoup de delay of game, on n'a pas de fall start. Ça veut dire que c'est un seul fall start, ouais. Voilà, si tu te rends compte sur la saison, tu dis sur 1000 et quelques snaps. 1024. Ça fait du 1 pour 1000, ça va, c'est bon pourcentage, je dirais. Donc voilà. Après, c'est pas un grand centre, mais c'est nous on a sur quelques matchs on y a fait attention qu'il apportait beaucoup sur le jeu de course aussi, et qu'il ouvre des jolies brèches. Donc oui, c'est un joueur. Moi, je fais vraiment le lien entre le tarif qu'on le paye et ce qu'il apporte. Je trouve que c'est rapport qualité-prix, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Oui, c'est ça. Je trouve que tu as dit le mot juste. C'est pas un grand centre, c'est pas un top 10 NFL. C'est un centre de milieu de tableau NFL qui fait très bien son taf, qui fait pas de conneries, qui est pas transcendant, mais qui fait vraiment bien le taf. Et dans notre ligne, quand on est obligé de lui donner beaucoup de sous à Trent Williams, est-ce qu'on peut espérer plus? Non. Est-ce qu'on pourrait avoir moins? On pourrait largement avoir moins, donc on va se satisfaire de bien. Oui, c'est ça. Vous avez tout dit. Il snap plutôt bien les ballons. Ça, c'est incontestable. Oui, c'est vrai, ça. On n'a pas de, contrairement à beaucoup d'équipes, on n'a pas de snap foiré. Ça, c'est vrai. C'est ça. Il snap plutôt bien le ballon. Après, sur sa réactivité, sa manière à se remettre sur les jambes après, on l'a vu quand même par moments un poil en difficulté face à certains défensifs tackles, mais vous l'avez dit très bien dit,
Il ne sera jamais top 5 à sa position. Je ne sais pas si c'est le meilleur rapport qui a été pris, puisqu'on l'a quand même prolongé à un salaire qui, pour Très un honnête. centre de le milieu de salaire. tableau, ouais, bon, d'accord. Mais voilà, je n'ai pas souvenir non plus qu'il était donné de chez donné. Non, il n'est pas Mais donné, mais il n'est pas cher non plus. Tu vois, je pense qu'il voilà. a un salaire qui vaut ce qu'il fait. Il reflète Voilà. sa valeur. Donc c'est pour ça que je ne parlerai pas nécessairement de rapport qualité-prix. Par contre, c'est vrai que trouver un bon centre, croyez-moi, c'est parfois très difficile. Et ne perdez jamais de vue qu'encore une fois, on joue en zone. On joue en zone et on en a suffisamment parlé avec Elliott au moment où à la draft on cherchait un centre et qu'on avait le même joueur en tête à ce moment-là. Le poste de centre dans un schéma de zone est très, très, très important. Il ne faut vraiment pas le minimiser. Dans le système Shanahan, le poste de centre est très important. Donc, il fait le taf. Il est plus exposé que d'autres centres au niveau des cahiers de jeu. Et il le fait très correctement. Il n'est pas, à défaut d'être une pièce maîtresse pour l'équipe, il n'en est pas un défaut, contrairement à Ambry Thomas. On m'avait quand même le cité une fois dans cette émission, non? Attends, Et, vas-y, on parlait d'attaque. Je pensais qu'on. Et voilà, mais bref. Et donc voilà, non, c'est pour ça que Même ça, il me vole. Même ça, il me vole mon Britton. Je vais aller vérifier le contrat. Il est à 4 millions par an, le contrat de Très honnête, c'est très honnête. Pour le fait qu'il y a rapport qualité-prix, 4 millions par an, c'est pas le bout. Surtout que je rappelle qu'on a quand même eu un petit coup de chat de tomber sur lui parce qu'il était backup chez nous, il a été backup toute sa carrière et on a pris la retraite surprise d'Alex Mack et il a step up et il a fait le taf. C'est ça. En tout cas, voilà, il n'est pas une gêne pour son équipe et c'est déjà bien à le relever. Et puis tu l'as dit, Gonzague, c'est un poste qui est très difficile dans notre système. Et c'est pas pour rien si Shanahan va toujours chercher un joueur d'expérience. Il a été chercher Alex Mack avant, il a été chercher un Brendel qui a eu le temps d'apprendre son métier pendant un bon moment avant de passer titulaire et qui sait ce qu'il a à faire. Il le fait, je trouve, bien sur le côté snap, sur le côté bloc et protection de son quarterback. Il y a des manquements évidents. Mais est-ce qu'il y a vraiment mieux à ce prix-là? J'en suis pas convaincu. Et on n'a pas nécessairement le budget pour investir à cette position. J'irais plus sur le côté droit de la ligne qui est un peu plus embêtant, mais le centre me va très bien au prix où on le paye. Tu as parlé du côté droit. On parlera du poste de garde qui a été partagé par 2 joueurs juste après. Et on va parler du poste de tackle. Colton McKivitz, 1040 snaps. C'est le joueur de notre effectif attaque, défense et spécial confondu qui a joué le plus de snaps, Colton McKivitz. 2 pénalités, 9 sacs encaissés. C'était son baptême du feu en tant que titulaire. Je vais donner mon avis en premier. J'ai pas été satisfait de ce qu'a donné Colton McKivitz. Est-ce que ça a été aussi horrible que ce qu'on attendait? Non, mais c'est quand même pas suffisant. Évidemment, personne n'est Trent Williams et on n'attendait pas à voir Trent Williams de l'autre côté. Mais pour moi, il est quand même pas au niveau. J'ai du mal à voir personnellement. Et après, il y a toujours ces côtés de finance, hein, mais pour moi, si on a un poste à renforcer dans l'intersaison avec le poste de cornerback, ça va être le côté droit de cette ligne et notamment le côté du tackle. Olivier? Écoute, l'impression visuelle me laissait paraître qu'il n'était pas si mauvais que ça. Maintenant, toi, tu es un spécialiste des stats, donc tu me dis qu'il mange 9 sacs. Donc, c'est là où tu te dis, c'est la première année de titulaire, il prend que 2 pénalités, c'est pas monstrueux. Est-ce qu'il valait mieux pas qu'il fasse à un moment des holdings plutôt qu'on se fasse saquer? Après, voilà, peut-être qu'en grandissant, il va comprendre qu'il faut qu'il trouve un équilibre. Après, voilà, je rappelle que c'était une première saison. Ouais, non, mais bien sûr, mais en tant que titulaire, et oui, je te rejoins sur le fait que c'est des postes à faire où il y a tellement peu d'endroits à San Francisco où on a des carences. Il y a le côté droit de la ligne et le poste pour remplacer le Ulysse Moine. Donc, hormis ça, tous les autres postes, on est carré. Donc, oui, je suis. Mais Colton McKivitz, ça peut progresser. Donc, en fait, il n'est pas horrible. Voilà. Il n'est pas horrible. Mais pour moi, on peut faire largement mieux à pas cher. Au moins si on ne lui prend pas un remplaçant, parce qu'on n'aura pas les moyens de prendre un tackle star. Mais clairement qu'on lui mette une vraie concurrence, parce que c'est pas Matt Prior ou Ben Barch ou mon cul sur une commode qui fait de la concurrence. Joli ça. Non, mais qu'on lui mette vraiment un concurrent, qu'il y ait une bataille pendant les camps pour le poste et qu'on voit qu'il en sort gagnant. Après, s'il en sort gagnant, tant mieux pour lui et on espère qu'il va progresser. Mais moi, de ce que j'ai vu de sa première saison, pour moi, c'est pas
il n'y a pas une garantie que c'est un titulaire l'année prochaine. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, à voir. Après, moi, je te dis, c'est la notion financière aussi, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux, ça fait partie des discussions qu'on va avoir, je le dis sans le dire, mais bon, il a un contrat quand même, il nous coûte 4 millions sur 2 ans, quoi. Voilà. Moi, je vous trouve, Voilà. je vous trouve très très dur sur McKivitz. Moi, je trouve que ce poste-là, déjà pour commencer, c'est la grosse star de la NFL. On a très 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 peu de bons joueurs à ce poste. On a vu McGlinchey l'année dernière qui est considéré comme un très bon joueur de ce poste-là. J'ai l'impression que McKivitz a quasiment fait une meilleure saison que ce qu'a fait McGlinchey l'année dernière. Donc, oui, McKivitz peut faire mieux, mais c'est sa première saison, il est encore très jeune. Au final, j'ai plus de choses à reprocher au poste de garde qu'au poste de tackle de ce côté-là de la ligne. C'est drôle parce qu'on a tous une analyse un peu différente de McKivitz. Moi, je me souviens surtout que on était un petit peu aux abois en se disant putain, on n'a que McKivitz au poste de tackle droit. S'il se baisse, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment notre discours en sortie de draft où on visait tous entre guillemets un tackle parmi nos premiers choix et qui n'est jamais arrivé. Et donc, on s'est retrouvé à faire all-in avec McKivitz à tous les postes. La réalité de la chose, c'est que moi, je suis très partagé sur ce joueur. C'est peut-être le joueur sur lequel je suis le plus partagé parmi nos 11 départs et peut-être même des 22 titulaires attaque comme défense. C'est-à-dire que d'un côté, je me suis dit, punaise, on fait all-in avec lui et Shane doit avoir une idée en tête. Et d'un certain point de vue, il m'a plutôt rassuré. Donc, de ce point de vue-là, j'irai vers Kevin. Par contre, il y a un point sur lequel je vais aller vers Elliott et où je ne suis pas du tout d'accord, mais alors pas du tout d'accord avec Kevin, c'est que même s'il nous a quand même rassuré par rapport aux craintes qu'il inspirait, la réalité des choses, c'est que le downgrade vis-à-vis de McGlinchey est énorme. Sûr que t'allais vers là, Il t'as est mal parlé de énorme. McGlinchey, c'était sûr. Non, mais objectivement, il est énorme parce que c'est très drôle parce qu'il a les qualités et les défauts de McGlinchey, mais version Wish, en fait. Il nous a montré de très belles choses sur le run support, mais sans jamais avoir le niveau de McGlinchey. Mais il nous a montré de très belles choses quand même. Il est à la ramasse, mais complet en situation de jeu de passe. Là où McGlinchey, c'était également son défaut, mais de manière moins évidente. Là où McKivitz a peut-être été un poil meilleur que McGlinchey, il fait moins de holding. Mais c'est tout. Parce que pour le reste, j'ai trouvé en fait que McGlinchey soit meilleur que lui sur les éléments et à défaut pour les autres, moins mauvais. Et donc, c'est clairement un poste où pour moi, par rapport à la saison précédente, on a clairement downgradé. On a clairement downgradé par rapport à la saison précédente. Et je me dis qu'avec un très bon tackle droit, chose qui est très rare, et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, par contre, Kevin, le poste de tackle droit est devenu une denrée rare en NFL. Est-ce que McCaffrey nous aurait pas fait une saison encore plus dingue? Parce qu'on a vu qu'à un moment donné, McCaffrey, qui aimait bien naturellement parfois passer sur le côté droit, au fur et à mesure de la saison, commençait davantage à aller vers la gauche. En tout cas, choisir ses passages vers la gauche. Donc, voilà. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve, avec McKivitz, c'est qu'il a été malheureusement des maillons faibles malgré lui. Faute de talent. Il n'est pas si jeune que ça. Hein. N'oubliez pas qu'on l'a drafté en même temps que Trent Williams qui est arrivé chez nous. Hein. Il a 27 ans. Ce qui est pas. C'est très jeune pour un joueur de ligne. Je vais vérifier à l'instant, Gonzague, il a 27 ans et ça porterait une pièce. Et il faut savoir que Banks a 26 ans. Oui, mais il a quasiment 4 ans de NFL déjà, McKivitz, quasiment. Mais c'est pas la même chose quand tu es sur le terrain et quand tu tires. Non, mais d'accord. Ah oui, mais bon, c'est important. Après, voilà, moi je ferai quand même un petit peu pareil. C'est par rapport aux besoins qu'on a et aux finances qu'on a. Je vais volontairement être clivant là-dessus. Vous préférez qu'on augmente, qu'on garde Ayouk en le payant ce qui est le salaire qu'il veut, et qu'on garde McKivitz, ou qu'on vire Ayouk et qu'on récupère un right tackle à 15 bars par an? Non, moi je préfère qu'on garde Ayouk. Par contre, moi j'aimerais qu'on lui mette de la concurrence dans les pattes. Voilà, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et la concurrence, elle ne peut arriver que par la draft, à mon avis. Tu vas pas aller recruter c'est pas l'émission Free Agency. Oui. On va pas s'en sortir sinon, c'est déjà trop tard pour les. Déjà une longue émission. Non, spoiler pour nos auditeurs, je vais bientôt poster ma mock draft et petit spoiler dedans. Il y a un joueur qui est écrit pour notre franchise et qui pourra apporter cette solution. Je n'en dis pas plus. Vous le verrez dans ma première mock draft que je vais bientôt poster.
Le poste qui a posé beaucoup de questions, évidemment, c'était le poste de garde droit. On va commencer par le premier. Celui qui a le plus joué, c'est Spencer Burford, 846 snaps, 9 pénalités, 5 sacs encaissés. Moi, je l'ai dit, ça a été ma déception de l'année. Je l'ai trouvé mauvais, tout simplement. Pour moi, de nos 11 titulaires en attaque, pas des 22 parce qu'Ambry Thomas il pue la merde, mais par contre, de nos 11 titulaires en attaque, c'était notre moins bon joueur. Il a été tout simplement catastrophique, alors que je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes dans sa saison rookie. Là, ça n'a pas été bon du tout. Du tout. Ouais, il n'a pas progressé entre la saison rookie, sa deuxième année. Après, c'est Je là trouve que qu'il a même régressé parce qu'il a été moins bon que sa saison rookie. je vais mettre un petit bémol, c'est que d'un côté, ta Banks, il joue avec à Trent Williams et lui, il joue avec Mac 1 et Mac 2. Donc c'est pour ça que c'est moins facile. Après, il faut pas oublier un truc, il n'a que 23 ans. Et il coûte en tout et pour tout même pas 4 millions sur 4 ans. Donc ça rentre aussi. Non, mais ça rentre aussi dans le calcul que je fais. Sur les stats que tu donnes, elles sont dégueulasses. Il y a trop de pénalités, il y a trop de sacs. Donc, si nous, on a cette lecture-là, je veux dire, au niveau de la franchise, ils vont avoir la même lecture. Donc, le gamin, il va avoir un été pour travailler. S'il le fait, il gardera son poste. S'il le fait pas, il le perdra lui aussi. Je veux dire, il va y avoir de la concurrence. Je sais pas si Feliciano va rester. Je rappelle quand même que Feliciano, il coûte 2,5 millions la saison. Ce qui, pour un potentiel titulaire, est pas grand-chose. Voilà, je précise, mais il faut rester dans ces tarifs-là. Donc, ou c'est du rookie, ou c'est un mec comme Feliciano ou comme Brendel, le mec qui va arriver en fin de carrière, début de la trentaine, et qui va, voilà. Donc, moi, j'ai quand même, je suis d'accord avec toi qu'il a pas fait une très très bonne saison, mais c'est qu'un mec de 23 ans. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui aurait même pas dû être titulaire dans sa saison rookie, qui s'est retrouvé là, alors qu'il était pas prêt du tout. Au final, il fait une belle saison rookie, et puis oui, cette année, il déçoit. Il est pas au niveau où on aurait espéré qu'il soit, mais encore une fois, comme tu l'as dit, Olivier, il a que 23 ans. C'est un joueur que je garderais peut-être 1 an ou 2 en tant que backup d'un joueur confirmé. Moi, j'aimerais voir arriver un garde droit confirmé dans la ligue, pas un John Feliciano, que c'est un semi-titulaire, un vrai garde droit, et qu'on fasse apprendre Burford derrière lui pendant 1 an ou 2. Et là, je pense qu'on peut avoir un vrai bon garde-droit pour les années à venir. Mais Burford n'a pas fait une bonne saison. Et logiquement, il a perdu sa place face à un joueur qui est, selon moi, pas plus le niveau pour être titulaire. Mais bon. Moi, sur Burford, je partage un peu votre opinion. Sur ce côté, c'est un 5e tour qui s'est retrouvé titulaire l'année dernière un petit peu par hasard, par la force des choses. Et qui a mesuré la chance qui était la sienne. Et pour moi, et c'est là où je vais être du côté d'Eliott, j'ai vraiment eu ce ressenti d'un joueur qui s'est complètement reposé sur ses lauriers, sur lequel on était allé chercher contre lui John Feliciano, un vétéran qui sortait d'une saison plus que médiocre avec les Giants, et il s'est dit, je suis sans risque, j'ai ma place assurée, et je l'ai trouvé suffisant. Et c'est ça que je lui reproche terriblement à Burford. On dit toujours que la deuxième année est une année importante, ça l'est plus évidemment pour les quarterbacks, mais ça l'est pour quand même tous les postes. Il faut confirmer une saison rookie lorsqu'elle est bonne, et lui s'est quand même clairement pris les pieds dans le tapis. Et il faut vraiment qu'il se reprenne. L'avantage, c'est qu'il a un contrat rookie qui est en cours, il ne coûte pas grand-chose. Il a l'occasion de se refaire sur l'année prochaine, voire même sur 2 ans, même probablement sur 2 ans. Donc, il a l'occasion de se remettre la tête à l'endroit. Et voilà, typiquement, un joueur, comme on dit aux États-Unis, qui sera sur le hot seat l'année prochaine. Soit tu arrives à te battre pour ta place de titulaire, soit tu seras un éternel remplaçant dans cette ligue. Donc, à toi d'aller de l'avant et de nous montrer du mieux, voire même de progresser par rapport à ta saison rookie. Celui qui lui a pris sa place du coup dans la saison, ça a été John Feliciano, 478 snaps de pénalité, 0 sac encaissé. Moi, je vais être très clair, quand Kevin a dit que c'est un mec qui trouvait que c'était pas tant que c'est un titulaire, moi je suis pas du tout d'accord. Je trouve que sur sa présence sur le terrain, il a été excellent. C'est pas passé en fait sur lui. Enfin, je sais que ça vaut ce que ça vaut, mais Pro Football Focus le considère comme le 5e meilleur garde de NFL cette saison.
il a été vraiment, vraiment, vraiment très bon. Est-ce que c'est un coup de bol parce que c'est pas quelque chose qu'il a fait régulièrement dans sa saison? Je rappelle qu'il était plus centre que garde au cours de ses premières saisons NFL. Mais moi, j'ai trouvé que sur sa présence sur le terrain, il a été très bon. Et moi, je serais pour retenter la chance d'un duel Burford-Feliciano sur le poste de garde droit. Et je serais plus à renforcer le poste de tackle, moi, personnellement, à la draft. Ouais, bah, écoute, c'est pas ce que tu dis. Moi, honnêtement, le joueur en tant que tel, il me dérange pas. Moi, c'est plus son Il y a attitude. il y a toute la question d'attitude. Moi, je parlais juste purement terrain. Après, oui, attitude, ouais. Voilà, je te dis, moi, le mec, il me dérange pas en tant que joueur. Quand il est sur le terrain, comme tu l'as dit, et ça, l'impression visuelle était la bonne, qu'il faisait pas beaucoup d'erreurs et qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de gars qui passaient sur lui. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a quand même une équipe qui fonctionne sur le concept, on est une famille. Les gars, ils jouent les uns pour les autres, et ça faisait 152 ans qu'on n'avait pas entendu de conneries sur un joueur de San Francisco. Et il faut que lui il débarque en ayant commencé sa carrière aux Raiders, hasard ou coïncidence, nous ne saurons jamais, pour dire des conneries sur un partenaire, et le lendemain, désolé bro, j'avais trop bu. Voilà, moi c'est ce point-là déjà qui fait que je le re-signerai pas rien que pour ça. T'es con, tu restes pas à San Francisco, tu vas jouer une franchise, mais une franchise pas la nôtre. Voilà, on aime bien les joueurs intenses, mais intenses avec un temps soit peu d'intelligence. Et malheureusement, tu me dirais, il a 22-23 ans, je dirais, bon, ça va, il est jeune, il fait de conneries. Le mec, il a 32 balais, il est plus vieux que toi, Elliot, donc bon, un petit peu de comment dirais-je. Oui, en même temps, Aaron Banks, il est plus vieux que moi aussi. Mais j'ai oublié que tout le monde est plus vieux que toi. À part Loïc, tout le monde est plus vieux que toi. J'ai oublié ce détail. Donc, non, mais plus sérieusement, je veux dire, voilà, c'est ce point-là. Après, le joueur en tant que tel, il n'y a pas de problème. Moi, c'est l'attitude. Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui peut être gangrénant dans le groupe, sachant que nous avons notre cher Gonzague qui aime pas trop les joueurs problématiques, CF Randy Grégory. Selon moi, tu as totalement raison, Olivier, là-dessus, dans le sens où on le voit de l'autre côté de la ligne, le duo Williams a des bonnes retombées sur Aaron Banks. Et de l'autre côté, on a besoin d'un garde droit qui a déjà des bonnes retombées sur Burford, qui est un très jeune joueur et qui a besoin d'apprendre son métier. Donc, le rôle de vétéran revenait à Feliciano, qui semble ne pas du tout être le bon gars pour aider un jeune coéquipier. Puis à côté de lui, on a aussi un McKivitz qui débute sa carrière de titulaire et qui a aussi besoin d'avoir un vétéran à côté de lui qui va l'aider, qui va l'aider tout simplement. Et Feliciano n'a pas apporté ça. Alors oui, purement et simplement, si tu regardes comment il joue, oui, il y a des bonnes stats, oui, ok. Mais je pense que de ce côté-là de la ligne, on avait besoin d'un pendant à Trent Williams qu'on n'a pas. Alors, Trent Williams, c'est mythique, c'est colossal. Pas d'un joueur du même niveau foncièrement, mais d'une référence à ce poste dans la ligue, ce que selon moi n'est pas Feliciano. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué. Et la pression venait à chaque fois de ce côté-là. On va mettre tout sur McKivitz. Mais je pense que c'est un tout et c'est aussi un duo. C'est tout à fait possible. Moi, je suis plutôt d'accord avec Elliott sur le fait qu'il a été surprenant. J'étais contre sa signature, je vous le rappelle, parce que je savais déjà que c'était un peu un idiot. Et qu'en plus de ça, je le trouvais très moyen, voire médiocre aux Giants. Après, c'est un idiot, forcément. C'est un idiot, forcément. C'est un mec qui a fait sa fac en Floride, donc c'est forcément un idiot. Ouais, c'est vrai que généralement, tu tournes mal. C'est pas faux quand tu vois les historiques de Florida, notamment. Mais bref, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il m'a surpris, agréablement surpris. Après, le problème que j'ai, et c'est un peu le problème que j'avais avec Bronskill avant lui, c'est que j'ai du mal à voir l'avenir au travers lui. Ça, c'est un gros sujet. Moi, j'aime bien toujours être un peu proactif et avoir des vétérans qui durent un peu et des jeunes qui poussent derrière. Tu pourrais très bien me dire, Elliott, mais c'est le cas ici. Et pourtant, je le sens pas. Je le sens pas. Et pour moi, en fait, il ne remplit pas déjà sa mission, en effet, de joueur vétéran vis-à-vis des plus jeunes. Et en plus de ça, je me dis que, en fait, il est déjà du passé. Et en fait, malgré sa bonne saison qui vient de nous sortir, je ne suis pas convaincu qu'il soit indispensable d'aller le re-signer. Et je pense qu'il est même parfaitement interchangeable. Et c'est ça que j'ai comme problème avec Feliciano, en tant que tel. Bah, on en reparlera de toute façon dans les émissions Agents libres, draft, etc. Les Ken Tomlinson. On va Garde juste... gauche. Rien à foutre. Rien à foutre. Et pourtant, je l'adore, et tu le sais. Rien à foutre. Il jouera à droite, c'est pas grave. On va juste citer les noms des autres le joueurs de ligne qui sont un petit peu secondaires quand même si Jalen Moore a joué 226 snaps
suite à la blessure de Trent Williams. On a également Matt Prior qui a joué 42 snaps, Ben Bartch qui en a joué 28. Et on a Nick Zakelj, Corey Luciano et Jesse Davis qui ont joué, mais que des snaps en équipe spéciale. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur un de ces 6 gars? Peut-être sur Jalen Moore? Voilà, ma réaction sur Jalen Moore. Non, aucun ne représente l'avenir là-dedans. On avait débattu, je me souviens, avec Kevin sur les performances de Jalen Moore. Kevin était plutôt convaincu, moi je ne l'étais pas du tout. On a quand même fait des débats sur tout et n'importe quoi dans ce putain de podcast. Ah ouais, clairement, cher auditeur. On essaie d'être humble, mais sur certaines choses, je ne trouve spectaculaires. Pouvoir débattre de Jalen Moore, c'est pas donné à tout le monde. Excusez-moi, mais là, j'ai peut-être les chevilles qui enflent un peu, et auquel cas je m'en excuse, mais non, c'est Jalen Moore, je vois pas ce qu'on peut vraiment raconter. Et c'est la médiocrité dans le sens littéral du terme, en fait. T'es ni bon, t'es ni mauvais, tu sers à rien, et t'es interchangeable. Voilà, c'est un peu violent comme terme, mais malheureusement, c'est ce que j'ai au fond du bide vis-à-vis de lui. Et c'est un peu ce que j'ai vis-à-vis de tous les autres que tu viens de citer à l'instant, en fait. Il y a un joueur que j'aimerais voir un peu plus, c'est Nick Zakelj, qui a peut-être un potentiel à exploiter. Qui s'est pété cette saison, qui a loupé plus de la moitié de la saison suite à une blessure. Ouais, mais les autres, je pense que les places sont grandes ouvertes pour des rookies qui peuvent venir et essayer de faire leurs preuves. Il y a aussi ton ami Poe. Jason Poe qui est plus du tout chez nous. Hein. Ah, il est plus du tout chez nous. Bon. Ah non, parce que l'année dernière, quand on l'avait mis il avait été récupéré par les Jets sur leur practice squad et il est désormais chez les Eagles. Voilà. Donc, peut-être qu'il fera enfin un passage par chez nous un jour ou l'autre, mais en tout cas, il repassera par là. Ouais, il viendra faire ses courses, mais bon. À part Zakelj, je pense que les places, il y a beaucoup de places à prendre pour des rookies qui ont envie de faire leur preuve. Si vous deviez donner une note, on va aller sur A, B, C, D, etc. À notre attaque, globalement, cette saison, on ne va pas rajouter de mots parce qu'on n'avait pas de coordinateur, hein, c'était Shanahan. On en a assez parlé dans chaque émission. Voilà, de Kyle Shanahan. Et puis l'émission est déjà assez longue, donc on va vous laisser quand même là-dessus. Une petite note juste sans forcément argumenter. Olivier? A. Kevin? A aussi. Gonzague? J'hésite entre A- et A, et je vais avec mes compères sur A. Et je vais aller sur A également. Très belle saison offensive, meilleure en tout cas que celle de l'année dernière qui était déjà plutôt bonne, mais là on a un step-up de nouveau. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur notre attaque? On a fait quand même un tour assez complet. Juste, je pense qu'on n'était pas si loin du A+. Je pense qu'il manque le drive de la victoire pour gagner le Super Bowl et le titre de MVP. Et avec ça passait à A+. C'est pas faux. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce 70e épisode du Facebook Podcast. On se retrouve la semaine prochaine, on va parler de défense. Il y aura beaucoup de choses à dire également sur la défense, peut-être même sans avoir préparé l'émission, peut-être même plus encore que sur l'attaque. Parce que là, ça va débattre, ça va aller dans tous les sens. On va avoir Olivier qui va devoir parler de Dre Greenlaw et d'Ambry Thomas dans l'espace de la même émission et ça va être extraordinaire. Merci de nous avoir écoutés. Et puis comme d'habitude, Go Niners, salut. Et il y aura moins de consensus, je pense. Go Niners. Ciao. Come on.